Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. J'ai grandi avec cette idée que seuls les gens fous consultent des psys, que seuls les faibles ont besoin de coach. Mais finalement, si c'était moi qui avais tort? Et si nous avions tous besoin d'un accompagnement à tout âge pour mieux faire face aux épreuves de la vie? Je lance une invitation à Aïssa Moment, notre chère doctoresse Folamour, pour prendre la parole sur le fauteuil de Confidentiel et m'offrir une thérapie express. Aïssa, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec Ça fait plaisir. vraiment très plaisir. Pour une fois, c'est toi qui passes de l'autre côté. Yes. On va faire la coach. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui te pose la question. Comment tu vas? Alors, comment je vais? Écoute, je vais bien. Je vais bien. Là, je dois préparer un truc pour ce soir, donc je suis un petit peu stressée parce que c'est quelque chose de très important. Mais sinon, je vais bien. Très bien. Pourquoi t'es stressée? Ah, parce que je dois préparer quelque chose. Un tout petit peu. Ça n'a rien à voir avec... c'est un taf, quoi, que je dois rendre. C'est limite comme un examen. Ah bah c'est cool, donc tu as pris du temps pour venir nous voir quand même. Complètement. Mais c'est surtout que je n'annule jamais mes rendez-vous. Et le truc est tombé il y a 2 jours. Je me suis dit, je ne peux pas annuler l'interview, quoi. J'ai dit, oui, je dois venir. Donc voilà. Donc maintenant, je gère. Bah merci à toi. Avec plaisir. Et On toi, a reçu, tu te sens bien, toi? Comment? Tu te sens bien? Moi, je me sens bien, un peu fatiguée. Mhm. Avec les 3 enfants, c'est un peu la course tout le temps. Ah. Voilà. On fait comme on peut. On essaie de faire au mieux. Mhm. En plus, à chaque fois, je voyais des choses comme ça. Tu sais, on reproche souvent, enfin on reproche, on met beaucoup de pression aux mamans et aux femmes qui travaillent en disant Ouais. non mais c'est pas bien comment tu fais, etc. et tout. Mais en fait, on essaie de faire du mieux qu'on peut et c'est Bah déjà oui. pas mal, Bah oui. mine de rien. Déjà, bravo. On pour sera ça. on sera jamais au top comme ils veulent qu'on soit. Mais C'est pas possible, de toute façon. on a reçu, alors tu m'as dit que tu as vu un petit peu les interviews qu'on avait faites de pas mal de filles, de femmes. Donc on a reçu Assa Traoré, Mhm. qui était la première invitée, que je salue et que je remercie d'être venue ici aussi. Mhm. Et toi, c'est Aïssa. Yes. Enfin, c'est le prénom que tu donnes sur les réseaux. Et c'est pas ton vrai prénom. Pourquoi Ah tu bon le donnes jamais, justement? Ah, c'est un peu mon vrai prénom, quand même. Non, parce que moi, je préserve mon intimité. Voilà, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de pouvoir avoir une vie sociale, tu vois, privée. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, il faut que tu puisses... il faut que le jour où tu décides d'arrêter... Parce que Aïssa Moment, c'est toute une histoire, c'est quand même un projet, c'est aussi un personnage, c'est tout un truc. Et je me suis dit, le jour où tu décides de raccrocher le téléphone, il faut que tu puisses réintégrer ta vie tranquille. Et pour moi, c'était important, ça. Qu'on me reconnaisse en tant que la fille de sa mère, la sœur, la copine dans la vie. Tu vois? Ça, c'est très important Ça pour t'a moi. déjà dépassé, toi, un petit peu tout ça, toutes ces célébrités, entre guillemets, dans ta vie quotidienne? Oui, ça m'a dépassé déjà quand ça a commencé, parce que moi, quand je fais ma première vidéo, je m'attends pas à... Enfin, pour moi, ça va pas buzzer, quoi. C'est-à-dire, en fait, je cherche même pas à buzzer. Moi, je parle aux gens de ma petite page Facebook. Je crois qu'on est 20. Je dis une chose, enfin, je raconte ma vie. D'ailleurs, c'est un peu comme une psychanalyse. Je parle pendant 6 minutes comme ça. J'avais jamais fait ça, tu sais. Et je me raconte ma propre vie. Et je fais un bilan et je le poste et puis je fais ma vie, quoi. Et c'est tard dans la nuit que je vois que le truc, il a pris. Donc ça, déjà, ça m'avait surprise à l'époque. Et dans la vie de tous les jours, les gens sont très gentils avec moi. Les gens qui m'arrêtent. Bon, quand ils m'arrêtent, ils font toujours beaucoup de bruit, tu vois. Mais ils sont très gentils. Et j'ai beaucoup de passe-droit, j'avoue. À l'aéroport, Au restaurant? dans les restos, ouais, partout. C'est très gentil. Même trop gentil, parfois. C'est gênant, parfois, non? Bah, moi, tu sais que je suis timide. Est-ce que tu me crois si je te dis ça? Pas trop. Bah, je suis timide. Moi aussi, je suis timide. C'est bizarre, hein? Non, mais t'es vraiment timide ou tu fais genre? Non, non, je te jure. Ouais. Je suis archi timide, mais justement, je le cache bien. Ouais, bah voilà. Bah moi, je pense que je fais comme toi. Je suis timide. Et donc, quand je rencontre quelqu'un qui me reconnaît et qui me prend à part et tout, ça va. Mais dès que la personne parle fort et tout, oh, tu sais, c'est comme si tout le monde me regarde, me parle. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse.
Parce que, en fait, le regard est tourné sur moi. Mais quand je fais mes vidéos, bah, je suis chez moi, toute seule. Il n'y a personne. Ouais, sauf qu'après, tu as des millions de personnes qui les regardent. Oui, mais ils sont pas là. C'est-à-dire, moi, mes abonnés, je les kiffe. Je les sens quand je leur parle et quand ils me soutiennent. Mais quand je fais ma vidéo, il n'y a personne. Mais après, quand tu as tous les commentaires... Moi, je le sens pas. Alors, je sais pas les autres, les artistes ou les gens qui font comme moi, comment ils le perçoivent. Mais moi, les commentaires, c'est pareil. Je vois des commentaires, je vois des gens très gentils qui donnent leur avis, qui me soutiennent parfois à certains moments et tout. Mais je vois pas l'individu physique. Et dans ma tête, je suis pas chez moi en train de me dire « Ah, mais là, il y a 300, quoi. » Tu vois, non. J'ai fait ma vidéo, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et je les laisse parler parce que c'est ça aussi mon concept, c'est qu'on est libre. Mais je ressens pas, je me rends pas compte à quel point je suis suivie, tu vois, parfois connue. Donc dans la rue, moi je vais partout, hein, tu sais, mais je vais partout. Je peux aller à Châteaurouge, quand je peux aller à Saint-Denis, mais genre toute seule, je suis là, je me balade. Et donc, des fois, quand les gens ils me reconnaissent, je me dis ah oui c'est vrai, ah ouais, c'est trop marrant. C'est vrai que je fais des vidéos qui font des millions, quoi. Ouais, j'oublie, tu vois. Même banlieusard, des fois, l'autre fois, j'étais chez Ikea, et il y a des gars qui m'arrêtent et tout. Ah, c'est toi qui as fait. Je dis, mais de quoi il me parle? Mais si, le film et tout. Je dis, mais moi, j'ai pas fait de film et tout. Mais si, le film sur... Ah oui, banlieusard. Ah oui, le film sur Netflix qui est sorti, qui a fait des... Oui, il me parlait comme si moi, j'avais créé un film et tout. Ah je oui. dis, mais... Ah ok, oui, si, la voile et tout. J'ai dit, ah oui, banlieusard 2. Oui, oui. Voilà. Alors, le mystère, toi, c'est quelque chose que tu cultives, justement. Mais moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur toi. Où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi à la campagne, à la rase campagne. À la limite du 60, dans le 95. Et il n'y a pas beaucoup d'habitants. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais à l'époque, je pense qu'on était 300. C'est quoi, c'est dans le Vexin et tout, c'est ça? Non, 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 c'est une ville qui s'appelle Bruyères-sur-Oise. C'est à côté de... C'est pas loin de Chantilly. Ok. Chantilly, plutôt du côté... Ouais, je vois 95, direction 78. Chantilly, tu prends la route de Beauvais pour aller là où j'ai grandi. Et puis, parce que ma mère vit encore là-bas. Ouais. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce... Donc, tu étais à la campagne Race campagne. Avec les tracteurs et tout. Tu vois, moi, quand je vois les tracteurs dans Paris, mais je suis trop contente, tu vois. Je les vois passer, ils font des manifestations. Je me dis, putain, c'est bien, les gars, quoi. C'est tout ce qui est du domaine agricole, moi, ça me parle. Et je comprends que quand tu as tout ce qui est industrie qui se mêle à ça, c'est une souffrance. Parce que quand tu grandis dans la campagne, bah, tu manges des choses du terroir, quoi. Nous, à l'époque, il y avait des champs, champs de maïs, des pommes de terre, des tomates, des salades. C'est-à-dire, on allait à la ferme. D'ailleurs, ma mère, elle va encore à la ferme pour acheter son poulet, t'imagines? Donc, tu grandis dans ça, avec des tracteurs par-ci, des chevaux par-là, les policiers à cheval, quoi. Tu sais, c'était pas la police ou la gendarmerie. Nous, on était là en mode, ah, ok, ouais. C'est après, quand tu grandis, que tu commences à comprendre, que ça change et tout ça. Et est-ce que tu es un petit peu... est-ce que tu étais un petit peu, toi et ta famille, un peu comme Camini? Ouais, non, oui, je comprends. Je comprends le genre de campagne. Ah oui, non, c'est pas ce genre de campagne. C'est une campagne un peu... tu sais, genre de campagne un peu bourgeoise quand même, tu vois. Ok, ouais. C'est-à-dire que même s'il y a de l'agriculture, c'est à côté. On va prendre les denrées, genre, sur ce côté. Mais il y a la petite campagne et ville, quoi. Enfin, petite campagne, tu vois. Et famille, alors on était trois familles noires, c'est vrai. 3 familles noires dans la ville. Et alors? Pas de racisme. Pas de racisme? Pas de racisme. Truc de dingue, mais pas de racisme. Parce que peut-être que c'est des a priori qu'on a, en se disant, oui, si tu es une famille noire ou arabe ou chinois, je sais pas, les gens vont mal nous regarder, mais peut-être que c'est inexistant. À la campagne, peut-être que les gens respectent... Bah ouais, nous, on était là. Enfin, on était là depuis toujours, quoi. Donc forcément... Enfin, depuis toujours. Non, mon père est arrivé, mais pas une fois, on a eu un truc de racisme à l'école, dans la rue, les voisins... Ah, mais c'est bien que tu le dises. Ah ouais, c'est fou, hein. Mais ouais. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de racisme en banlieue que dans ma campagne à moi, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est ça que je comprends pas. C'est quand Laïda Si, on l'avait invitée ici, elle disait justement quand elle était petite, elle était dans une école dans Paris. Et en fait, il disait qui a volé la cassette ou je sais pas quoi. Et tout le monde s'est retourné vers elle, tu vois. Ah, tu vois, mais c'est en ville, en centre-ville. Peut-être que à la finale, quoi. Moi, je sais, en tout cas, ayant côtoyé beaucoup de gens des campagnes, de province, etc. Je sais que les gens de province, ils n'aiment pas qu'on dise les gens de province. Mais pour moi, voilà, on pense qu'ils sont hyper fermés, obtus, mais il y a quand même une ouverture d'esprit, quoi. Oui, moi je pense que les provinciaux sont ouverts avec les gens avec lesquels ils vivent.
tu vois. Quand c'est trop parisien, c'est chiant pour un provincial. Parce que les manières, les trucs, tu sais, ils aiment pas. Eux, ils sont très bruts, tu vois. Et donc, ils trouvent en tout cas que les Parisiens sont un peu trop maniérés, trop... Puis les Parisiens sortent pas trop de Paris, les vrais Parisiens. Donc, il y a un manque d'ouverture peut-être de l'autre côté. Mais du côté de la province... Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Combien? Ah. Non, je vais te dire, on est 12. 12? On est 12, ouais, 12 enfants. Et c'est dur à gérer, ça, non? Pour tes parents? Non, parce que... alors, moi, ma mère, c'était... elle est d'ailleurs encore un peu... Elle a changé parce qu'elle a vieilli, mais elle est très militaire, tu vois. Elle nous a éduqués à la militaire, genre, mais... Tu finissais l'école à 17h30, le collège, à 17h45 max, tu devais être rentré. Donc, il fallait prendre le bon bus, il fallait pas rater le bus. Pareil pour l'école, il fallait arriver à l'heure et tout. Elle est comme ça, tu vois. Et donc, et je pense qu'elle a été dure avec nous parce qu'elle avait sûrement peur, je pense, qu'on prenne un mauvais chemin, tu vois. Mais elle a bien fait. Avec le temps, je pense qu'elle a bien fait. Ouais, c'est ça, on s'en rend compte une fois qu'on est adulte. Hein. Ah ouais. Et puis elle te le disait toujours, tu verras, quand tu vas être grande, tu vas me remercier d'avoir éduqué comme ça. Parce qu'on disait, mais t'es trop dur. On peut rien faire, on peut pas sortir et tout. On pouvait pas sortir. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais dormi chez une copine une soirée. J'ai jamais fait de ma vie entière une soirée pyjama. Je peux même pas te dire comment ça commence et comment ça termine. Est-ce que ça termine le matin, une soirée pyjama? Ça termine quand? Le matin, au petit déjeuner, à midi? J'en sais rien. Pas de boîte de nuit interdit. Interdit. Et tu vois, avec le temps, je me dis, ah là là, t'as des petites filles qu'on a laissées dormir, c'est vrai, chez des copines, puis t'as le père il y a eu des attouchements, etc. Et avec le recul, je me dis, putain, elle a tellement eu raison, en fait. Tellement. Mais elle ne nous disait pas pourquoi, elle nous disait juste, vous dormez pas chez les gens. Vous dormez chez vous. Elle disait, mais vous avez un lit, pourquoi aller dormir? Tu sais, je disais, bah oui, mais c'est une ambiance. Il y a de l'ambiance ici. On fait de l'ambiance ici, on met de la musique. Vous vous amusez, mais basta, quoi. Bah oui, en plus, vous êtes 12. Ouais. Non, c'est que on était deux. Alors, mon père avait une femme. Okay. Donc 6, en fait. Alors, j'ai 6 frères et sœurs de la même mère, mais on est 12 j'ai 6 demi-frères et sœurs. De mères différentes. De mères différentes, okay. Voilà. Donc, mais elle a géré 6 enfants, quand même. Ouais. Ok. Alors, on était plus au départ. On était 12 jusqu'à mes 11 ans. Et là, ma mère, elle a déménagé. Ok. Donc, il y avait quand même de l'ambiance à la maison. Ah ouais. Ah non, c'est n'importe quoi. Ah, nous, on était... quand on était petits, mais on faisait n'importe quoi. Genre, on marchait en équipe de 10 dans la ville, tu sais, la campagne. On voyait des cigarettes par terre, on ramassait, on fumait. Enfin, on faisait des trucs. Parce qu'on était entre nous, tu vois. On courait, on se faisait des chasses à l'homme, on partait dans des trucs et tout. Mais c'était une aventure, mais pas d'ennui, tu vois. Pas d'ennui qui fait que les problèmes de la vie, tu les voyais pas. Les coupures d'électricité, tu les voyais pas. Les problèmes, manque de nourriture. T'as quand même vécu ça, toi? Ouais. Ah ouais. Ah oui, c'était compliqué. Mais je l'ai vécu, je m'en rappelle, tu vois, que parfois, c'était compliqué, tu vois, il y avait pas assez, il fallait se contenter de ce qu'il y avait là. Parfois, tu pouvais manger du riz pendant plusieurs jours, parce que tu vois, le McDo, c'était un luxe, et encore, je crois qu'on a commencé à manger du McDo à partir du collège, je crois. Tu vois, c'était... c'est pas plus mal en même temps, pour votre santé. C'est pas plus mal. Et c'était un petit cadeau, tu vois, quand ma mère, elle pouvait, hop, allez... Mais sinon, c'était dur. Et puis, même les coupures d'électricité, etc. Donc, après, les bougies. Tu vois, ce truc où tu te rappelles, dans la maison, il y avait des bougies parce qu'il y avait des problèmes de courant et tout. Mais, on se tapait toujours des barres, tu vois. Quand il n'y avait plus de lumière, c'était une façon pour nous de jouer à cache-cache. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne l'a pas si mal vécu. On a fait avec, en fait. Ouais, quand tu es enfant, tu ne penses pas à, comme tu dis, toutes les problématiques d'adultes. Ouais. Tu joues avec tes frères et sœurs, quoi. Ouais, voilà. Tu dis, il y a un problème, mais OK, il va se régler, tu vois. Mais c'est les parents, il y a un truc, il y a peut-être... Mais tu penses pas, ça n'a pas été payé, tu réfléchis pas autant. Mais après, il n'y a pas des comparaisons que tu fais. Moi, je vois mes filles, à chaque fois, c'est... mes copines, elles vont au ski, après, elles vont aux Maldives, et elles vont ci, elles vont ça, tu vois. Et pourquoi nous, on le fait pas, tu vois? Ah, OK. Donc, il y a ce truc-là aussi. Vous aviez pas ce truc-là de... Non, parce que pour nous, dire ça à ma mère ou à mon père, c'était comme si... Comment t'expliquer? C'était... presque leur manquer de respect ou les mettre face à une réalité qu'ils n'avaient pas forcément choisie, tu vois. En disant ça à ma mère, je suis en train de lui dire, mais t'es pas capable. Et non, elle peut pas. Donc, j'ai pas à lui rappeler que de l'autre côté, il va au ski et que nous, on peut pas aller au ski. Donc, nous, petits, on a eu cette conscience de pas la blesser, tu vois, ou pas blesser mon père. Donc,
bon, ben, ils y vont, ok, quoi. Mais c'est bien, c'est une maturité. Hein. Ouais. On respectait vraiment ce truc. Comment est-ce que ta famille et tes proches ont réagi quand ils ont vu que tu étais devenue coach love? Oh là là. Parce que c'est particulier quand tu es issue d'une famille nombreuse, d'origine africaine, tu vois. C'est quand même pas tabou, mais tu vois, un peu... Bah alors, chez moi, moi déjà, quand je buzz, je ne deviens pas love coach tout de suite. Moi, je fais mes vidéos et ma première vidéo, elle buzz. Et avec le temps, je commence à travailler en tant que coach 2 ans plus tard, tu vois. Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je recevais plein de questions et je me disais, mais pourquoi moi, je vais répondre à cette question? Enfin, qui je suis, quoi? Je n'ai pas une grande expérience, je n'ai même pas d'enfant. Je ne comprenais pas. Et après, on me pousse tellement que je vais me former et j'en fais mon métier. Mais au départ, quand ça prend, non, j'ai pas d'appel, tu sais, de ma mère ou de mes frères ou de mes sœurs. Ouais, non. C'est-à-dire, même moi, je me dis, ah, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu, tu vois. Ils n'ont pas vu. Donc, je vais à ma sœur, je lui dis, ah, t'as vu et tout, j'ai fait une vidéo, elle a eu beaucoup de vues et tout. Elle me dit, ouais, c'est vrai, j'ai vu et tout, c'est ouf. Je dis, ouais. Puis après, une autre. Ah, mais t'as fait une vidéo il y a 2 jours, elle a eu trop de vues, etc. Comment ça se fait, tout ça. Et là, ils me le disent, tu vois. Mais à aucun moment, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Mais parce que ce que je fais est sain, tu vois. Il n'y a rien de mal, j'insulte personne, je parle d'amour et voilà, quoi. Ouais, hyper positif, quoi. Ouais. Mais ma mère, alors mon père, c'est marrant, mon père jusqu'à aujourd'hui, hein, vraiment, j'ai encore du mal à te dire si vraiment il sait ce que je fais. Tu sais, j'en ai parlé une fois, je dis, papa, tu sais, là, j'ai un truc, là, je fais un truc et tout. Ah, ok, toi, oui, c'est bien. Mais je suis pas sûre, comme il n'est pas sur les réseaux, mais il est très intelligent, hein, mais c'est pas son truc, les réseaux. Et ma mère, elle est fière, alors elle parlait de moi derrière mon dos. Ouais, ça, c'est les parents qui ont de la pudeur, quand même. Complètement. Ouais. Elle, c'était avec ses collègues et tout, à ma fille et tout. Et moi, je ne me rendais pas compte. Donc, et moi, j'avais trop de pudeur, donc je n'arrivais pas à m'asseoir et lui dire « Ah, tu sais, je fais ça. » Tu vois. Par exemple, je ne m'assois jamais en disant à ma mère « J'ai fait une vidéo de ça. » Non. Mais un jour, elle m'a dit « C'est bien ce que tu fais. » Elle m'a dit « Je dois t'avouer un truc. Je ne savais pas que tu savais autant de choses. » Tu vois. Elle me dit « Je savais pas que... » Elle me dit « Je dis pas que t'es bête. Hein, tu vois, c'est pas... » On peut dire « Ma mère, elle pensait que j'étais bête et tout. » Non, c'est qu'elle me dit « Je savais pas que... » Quand tu parles, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça et dire autant de choses et que tu avais connaissance de ces choses et que tu puisses les développer, quoi. Elle est admirative. Ouais. Donc j'ai dit, voilà. Grande fierté, quoi. Ouais. Alors toi, tu étais dans le clip de Nekfeu, il me semble. Oui. Dans Princesse. 2. Dans 2 clips de Nekfeu. On démarre et Princesse, ouais. Ok. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ces clips-là, justement? Alors, à l'époque, moi, je crois qu'on est en 2016, tu vois. Ça faisait 1 an que j'ai commencé à buzzer, donc je fais mes vidéos. Et je calcule pas ma boîte mail, parce que j'ai trop de messages et que j'arrive pas à gérer, tu vois, je suis noyée. Et un jour, je reçois un message de Noah Lounsi sur Insta. Noah qui me dit « Aïssa et tout, il y a l'équipe de Nekfeu qui te cherche. » Tu vois, il me cherche pourquoi, tu vois. Il me dit « Je sais pas et tout, il te cherche, tiens, il me donne un numéro, il me dit « Regarde ton mail. » Appel et tout, ça fait des semaines, genre, qui t'envoie des messages et tu regardes pas. Et donc, je regarde sur ma boîte et je regarde sur Facebook et je vois. En fait, je vois qu'effectivement, il m'avait noyé de partout, quoi. C'était son staff. Et on me donne un numéro, j'appelle le numéro et donc, c'est une dame qui me dit, oui, Aïssa, on a essayé de vous joindre par tous les moyens, voilà. Nekfeu fait un clip sur ça. Et voilà. Et donc, on aimerait que vous fassiez un rôle, tel rôle et tout. Et je dis, ok, je dis, c'est quoi le rôle? Et elle me dit, vous allez être en... Elle me dit, vous allez être en sous-vêtements dans la cuisine. Tu sais, jartel, je sais pas quoi, dans la cuisine et tout. J'ai dit, ah non, je suis désolée. C'est moi, à ce moment on est en 2016 et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, tu vois, même. Non. J'ai dit, non, merci. Et moi, Nekfeu, alors, truc de malade, hein. Nekfeu, j'avais entendu sa musique qui tournait l'été. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Son premier carton, la fête, le truc... bref, il fait un truc ou un clip de fête et tout. On verra. Et je n'identifie pas le gars. C'est-à-dire, je sais pas qui est Nekfeu, mais je sais que le mec est beaucoup aimé et très regardé, quoi. Et là, je me dis, bon, ça m'intéresse pas et tout. Et on me rappelle, genre, 3 jours plus tard,
Et il me dit, ouais, ça, t'as dit non et tout, pourquoi? Tout ça, le rôle, il est Et je dis non, parce qu'on m'a dit que j'allais me trimballer en string dans une cuisine, donc moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça et tout. Je sais pas pourquoi on t'a raconté ça, c'est pas du tout le truc. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est quoi? Bah, t'es censé être une image d'une femme, etc. Ok, bah, pas de problème. Et donc, je viens et on voit Nekfeu, et Nekfeu me dit, Aïssa et tout, c'est moi qui t'ai choisi. Parce que je suis tombée sur une vidéo de toi sur Facebook et j'ai demandé à ce qu'on te choisisse toi, tu vois. Entre nous, il a fait des tentatives ou pas? Ah. Tu peux tout dire. Non, j'ai pas. Non, tentative de quoi? De travail. Hein? Nekfeu a fait des tentatives de travail. On a bossé, on a bien bossé, basta. Ah ouais? Mais je vois un petit sourire là. Non, parce que c'est toujours les questions et tout. Non, ça me fait rire, ça me fait rire. Ouais. Non, on a bossé, on a bossé. Mais vous êtes devenus amis? On est devenus amis. Alors, on est restés amis pendant une bonne période. Et après, on s'est éloignés. Ouais, quand vous avez rompu, quoi. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, tu vois, tu peux rien faire avec... tu peux pas faire de clip avec quelqu'un et puis il se passe rien, quoi. Non. Après, on s'est éloignés. Alors, pourquoi? Le temps, il n'y a pas eu de clash ou quoi? Non, jamais. Jamais. Pas eu d'embrouille, Le temps. Moi, je le connais pas, mais il me donne une très bonne impression. Oui, Nekfeu, il est très sérieux. Il est très à l'écoute. Très intelligent. Avec lui, tu as des conversations poussées, tu vois. C'est très, très poussé. C'est-à-dire que tu peux vraiment développer. Et il a beaucoup de respect, quoi. C'est incroyable. Beaucoup de respect pour toi, la personne que tu es, pour ton image, vraiment, il va prendre des pincettes, il va pas, tu vois, très gentil. Il m'avait invité à son concert pour Cyborg. Tu vois, il était... Non, vraiment, c'est quelqu'un de... Et il se soucie, tu vois, il va se soucier si t'es bien arrivé, si t'as été bien installé, ce que t'as pensé et tout. Il est vraiment très humble. Et ce que j'ai aimé sur lui, c'est pas matérialiste. Alors que le mec, il pèse, quoi, tu vois. Enfin, il pesait, tu vois. Pas matérialiste. Mais nature, quoi. C'est-à-dire, tu sais, on se retrouvait, on mangeait dans des petits restos, on se posait par terre, c'était un truc... Ouais, le mec simple. Simple, mais vraiment, j'essaie de me rappeler des trucs, oui, très, très simples, dans tout ce que tu peux imaginer. Enfin, tout. Voilà. Bon, bah, un grand bonjour à Nekfeu, si jamais il voit ce petit passage. Hein. Mm-hmm. Donc toi, tu commences à faire du coach love vers 19 ans, il me semble. 19 ans? Non, c'est pas ça? Non, j'ai commencé le développement personnel à 19 ans. Ah, le développement personnel. Oh là là, love coach à 19 ans, je sais pas comment. Je sais pas quelle expérience tu as à 19 ans. Et encore, j'ai commencé à 26 ans et puis je me suis dit, mais quelle expérience j'ai à 26 ans, quoi. Non, même pas, je te dis des bêtises, j'ai commencé à 24 ans. 24 ans, le coach love. Ouais. Mais le développement personnel à 19 ans. 19. C'était et tu vois, inné même alors à chez 24 toi. ans. Hein? C'était inné chez toi. Oui, ouais. Alors pour moi, je suis... parce que même aujourd'hui, tu vois, je pense que je suis coach dans ma personnalité. C'est ce qui fait que j'ai pu en faire un métier. Parce que j'ai pas voulu être coach, j'ai pas décidé d'être coach. Coach, c'est-à-dire, je me suis pas levée en me disant, OK, bon, bah, je vais faire telle formation pour coacher des gens. Je suis tombée dans la marmite, quoi, tu vois. Et c'est vrai que dans ma vie privée, mais je coachais mes copines beaucoup. Beaucoup. Justement, tu dis que c'était très jeune à 19 ans. Comment tu fais, toi, pour... avec pas beaucoup d'expérience, pour justement faire du développement personnel, accompagner les personnes, etc. Parce que, justement, ce syndrome de l'imposteur, il démarre parce que je me dis, mais je savais pas 15 ans que je suis mariée, j'ai pas d'enfant, pourquoi les gens me font confiance, quoi? Pourquoi ils me posent toutes ces questions alors que... Et en fait, je pense qu'ils ont vu en moi, et puis tu sais, à l'époque, quand je démarre, il n'y a pas de fille noire qui fait du coaching, qui fait du développement personnel, qui en parle face caméra, qui parle de relations amoureuses, parce qu'on est des Africains, et nous, on est des Africains de l'Ouest, donc moi, je suis sénégalaise, et ça peut être mal vu chez certaines familles de parler d'amour comme ça. Ah, tu parles d'amour, donc ça veut dire que tu as eu des expériences, tu es sorti avec un gars. Alors qu'en général, on est très pudique, on ne raconte pas ça. Et donc, j'ai affaire là à une vague de femmes qui se dit putain, mais Aïssa, elle nous comprend, quoi. En fait, elle comprend ce qu'on vit, elle comprend ce qu'on a traversé, elle comprend nos traumas, nos mots, et du coup, elle pose des mots sur nos mots, tu vois. Et c'est ce que je sens.
Et je sens pas de jugement de mon âge, parce qu'on me demande pas mon âge à ce moment-là. D'ailleurs, on m'a jamais non plus demandé mon diplôme lors de mes coachings. Mais peut-être qu'ils m'ont fait confiance par rapport à ce que je disais, tu vois. Parce que je disais pas de la merde non plus. Non, mais si t'es là encore aujourd'hui, bien sûr. Ouais, quand tu arrives à décrire ce qu'une personne a ressenti, parce que tu l'as ressenti, tu te sens forcément concerné, tu vois. Et je pense que ça touche des gens comme aujourd'hui. Moi, je regarderais un reportage d'une femme parler où je me dis, ah ouais, elle a vécu la même chose que moi. Ou du moins, elle peut dire des choses que moi, j'arrive pas à dire, tu vois. Oui, il se retrouve à travers ton expertise, entre guillemets, et ton témoignage, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que toi, tu as vécu des grosses déceptions au niveau sentimental? Ouais. La première, je crois que dans ma petite vie de jeune fille, tu sais, qui n'a pas du tout d'expérience et tout, je crois que c'était à 20 ans. 20 ans. Pas eu de petits copains, par un petit copain peut-être à 16 ans, mais tu sais, le petit copain où ça va, tu vas bien, oui, ça va, bon, on va faire. C'est pas comme aujourd'hui. À 16 ans, tu n'as pas de rapport, tu vois. Enfin, nous, à l'époque, je sais pas de quelle génération tu es, mais nous, à l'époque, non. Non seulement tu n'as pas intérêt, mais en plus, non, c'est pas possible, tu vois. Tu attends, il faut que ça soit sérieux, il faut le mariage, il faut. Et donc, mon petit copain, ouais, on se parle de temps en temps, on se balade. Ok, bon, ça dure 2 semaines, mais c'est rien. Et relation un peu où mes sentiments sont engagés à 20 ans à peu près. Mais toujours rien. C'est-à-dire, c'est platonique, mais c'est des sentiments. Et là, je suis brisée parce que la personne me dit des trucs qui, pour moi, sont pas, tu sais, pas sensés, quoi, tu vois. La personne me dit, la phrase exacte, d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais je veux dire, c'est ce qui fait qu'Aïssa Moumen s'est née, je pense, à cette époque-là. Il me dit, tu sais, c'est dommage que tu sois vierge, parce que si tu l'avais pas été, toi et moi, on se serait mariés, tu vois. Non, mais... Ça, c'est vraiment les mecs, quoi. Oui, mais enfin, désolé, mais c'est vraiment des... Non, mais moi, à ce moment, j'ai 19 ans. Ouais. Pour moi, une fille vierge, c'est très bien, quoi, tu vois. En fait, c'est incohérent. Tu me parles de mariage et tu me parles de virginité. Et puis surtout, une personne qui est de la communauté, qui comprend ça, qui comprend qu'il faut se préserver pour... Tu vois, et je me dis, mais pour moi, c'était trop violent. J'étais très naïve à cette époque-là. Je ne savais pas que ça pouvait exister, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'est-ce que... Je bug. Dans mon cerveau, ça fait un bug. Et là, je souffre, mais une souffrance. Mais genre, je me dis, mais en fait, attends, qu'est-ce qu'on m'a raconté, tu vois? Je me dis, depuis que je suis petite, alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce qu'on m'a dit qu'il faut être sérieuse. On m'a dit que, tu sais, tout ce discours, une femme doit se préserver pour son mari, Mais en fait, c'est faux, tu vois. Et ce truc-là, je me dis, mais en fait, c'est faux, puisque ce mec-là, il est de ma communauté, il me dit ça. Et là, je tombe dans une espèce de dépression où je ne crois plus personne, tu vois. Je me dis, on m'a menti, tu sais, toute ma vie, on m'a menti, mais les gens, mais c'est quoi? Mais est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce que la culture? Et je remets tout en cause. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que les croyances, la spiritualité? Et ça me dure à peu près 1 an. Et je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Je cherche quelqu'un, mais à tout prix. Je cherchais les psys, je cherchais les psychanalystes, mais il n'y avait pas de coach. Partout, mes amis et tout. Et il n'y a personne qui arrive à m'expliquer ce que j'aimerais savoir, en fait, tu vois. Et j'essaie de me relever petit à petit. Et là, je trouve la réponse dans la lecture. Je commence à prendre des livres. Et c'est pour ça que je te dis à 19 ans, le développement personnel, et à 20 ans, donc je rentre dans les livres. Et là, je lis, et les livres sur le développement personnel me permettent de comprendre et de poser des mots sur l'être humain. Et que l'être humain n'est pas toujours mauvais, en fait. Parfois, il a ses expériences qui font qu'il te dit ça ou qu'il vit ça. Et c'est pas censé remettre en cause ton identité, qui tu es, ta vie, ton histoire, quoi. Et avec le temps, je pense que j'ai cherché... Je suis devenue celle que je cherchais. Tu vois ce que je veux dire? La personne que j'ai longtemps... Ma confidente, c'est-à-dire celle qui allait avoir la réponse... Tu l'as trouvée en toi? En moi. Et comment tu interprètes, toi, ton premier amour, entre guillemets, qui t'a fait ce coup-là, enfin, qui t'a... Si tu dois l'analyser. L'analyser lui, ouais. ou la douleur... L'analyser lui. Ah, lui, il était plus âgé que moi, déjà. Lui, il avait 10 ans de plus que moi, déjà. Il avait 10 ans, il avait déjà 2 enfants. Il était pas dans le même monde que moi. Il était...
Tu vois, il était... en plus, il avait une certaine situation. Donc, c'était... Pour lui, je pense que j'étais une petite jeune fille qui n'était pas... qui était naïve, tu vois, qui était dans un monde de bisounours. Il a raison, j'étais dans un monde de bisounours. Et je lui en veux pas. Ah, mais il voulait se servir de toi. Non, parce que non, parce que quand il a compris qu'avec moi, il n'aurait rien, il a arrêté de me fréquenter. Et justement, cette phrase, ça signait la fin. Oui, mais cette phrase, est-ce qu'elle n'était pas dite, prononcée, pour justement, viens, on fait des choses? J'ai pas pensé à ça. Ah bah si, moi je le perçois comme ça direct. C'est genre, bon, vas-y, si tu fais des trucs, on reste ensemble. Ah oui, en gros, bah tiens, viens, on fait quelque chose et on se marie, quoi. Voilà. Je sais pas. Mais vu comment il me l'a dit, je pense pas qu'il aurait pris le risque de me prendre ça, tu vois. Parce que sinon, il aurait peut-être insisté, tu vois, il aurait... N'oublions pas que l'homme est un prédateur. Les mecs, ils sont pas bien, là. Alors, peut-être, mais... Non, mais vraiment, j'ai pas du tout de rancœur avec lui. Il m'a fait prendre conscience. Tu vois, ça m'a fait beaucoup grandir, ce truc. On a des jeunes qui n'arrivent pas à faire face à ce type de rupture que tu racontes et qui, malheureusement, parfois, se suicident. Ah ouais. Toi, Aïssa, qu'est-ce que tu dirais à une fille de 15 ou 16 ans, même voire un peu plus, qui vient de rompre, qui a le sentiment que le ciel lui tombe sur la tête, parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là, hein, comme toi, ce qui t'est arrivé à 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, comme conseil? Le problème de ça, c'est que quand tu vis un truc comme ça, le conseil ne passe pas. Le conseil ne passe pas et je pense qu'on a juste besoin de parler et d'être écouté et d'être entendu. Donc moi, je dirais à cette personne de trouver quelqu'un à qui parler et dire tout. C'est vraiment cette personne, qu'elle l'apprenne tous les jours, limite, ou qu'elle lui parle tous les jours, qu'elle la voit ou qu'elle lui parle au téléphone, et qu'elle lui dise tout ce qu'elle a dans le cœur, qu'elle sorte. Parce que ce qui te tue, c'est ce que tu gardes, en fait. Et ce qui te tue, c'est l'incompréhension des autres qui vont te dire non, mais 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ou mais c'est pas grave, t'as que 19 ans, tu vois, t'as que 16 ans. Ouais, mais j'ai que 16 ans, j'ai que 18 ans, mais la douleur que je ressens, elle est réelle. Donc c'est pas une histoire d'âge, c'est ce que je ressens. Et moi, je dirais aux filles de parler, alors soit à leur mère, soit à leur sœur, soit à leur copine, ou à quelqu'un de spécialisé, tu vois, mais de parler. Pour moi, c'est la parole qui te sauve. Ou la lecture, si elle trouve la réponse dans la lecture. Moi, j'ai trouvé dans la lecture, mais c'est la parole. Tu penses que tu aurais pu parler, toi, à ta mère? Moi, je parlais à des copines qui ne comprenaient pas ce que je racontais. Elles ne comprenaient pas. Elles essayaient de me consoler et tout. Et je leur disais, mais pourquoi, quoi? Je leur demandais, mais pourquoi personne ne m'a dit que l'amour, ça faisait autant mal? Enfin, si on m'avait prévenu, j'aurais quand même fait attention. Sauf qu'à 16, 15 ans, 17 ans, 18 ans, bon, je ne sais pas aujourd'hui, je pense que c'est différent, mais toi, peut-être quand tu étais jeune aussi, on ne nous dit pas ce qu'est l'amour. Enfin, personne ne nous en parle. À l'école, on ne nous parle pas de ça. On ne nous dit pas que quand tu vas te prendre ta première rupture amoureuse, tu vas morfler. Tu as intérêt à être solide. Parce que si tu te la prends à 16 ans que tu es entouré, tu peux t'en sortir. Parfois, tu t'en sors pas. Et si tu te la prends à 30 ou 40 ans, c'est pareil. Tu es dans ta vie, mais tu n'as jamais vécu de rupture amoureuse, donc tu es dans la vie tranquille. Et puis là, ça te tombe dessus. Mais ça peut être fatal. D'ailleurs, les gens que tu vois sans abri dans la rue, très souvent, c'est lié à un divorce. Très souvent. Divorce, rupture, séparation, ils sombrent. Ils sombrent. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument parler ou demander de l'aide, quoi. Mais être écouté, surtout. Plutôt qu'on te pose des questions. Là où on te juge aussi. Parce que tu as souvent peur d'être jugé ouais. Quand tu racontes ton histoire. Complètement. D'ailleurs, même les mecs, hein, moi, j'ai beaucoup de peine pour les mecs, parce que les mecs, aujourd'hui, ils ont du mal à parler quand ils sont... genre, c'est la honte pour un homme d'être en dépression amoureuse, quoi. Alors que les hommes sont en dépression amoureuse, tu vois. Et donc, ils ont parfois personne à qui parler, parce que pareil, ils vont pas le dire à leurs potes. T'en as qui peuvent se confier à leurs meilleurs potes, parce que c'est vraiment comme un frère et ils sont pas dans le jugement. Mais t'en as d'autres, ils vont se faire traiter de bouffons. Genre, t'es une victime, genre, c'est une meuf, tu pleures pour une meuf, tu manges plus pour une meuf, alors qu'en fait, non, c'est pas qu'une meuf, c'est son cœur qui est engagé, en fait. C'est pas... Tu vois. Justement, à ce propos-là, j'avais une question bien plus bas dans mon truc, où je disais, j'ai remarqué que dans les communautés, entre guillemets, tu vois, et dans les mecs de quartier, etc., il y a vachement ce tabou et cette pudeur où on ne parle pas, en fait, de ces relations amoureuses ou de ces ruptures. On a honte, quoi, d'en parler à ses potes. Donc, tout va bien. Même il y en a qui se sont séparés depuis des années et qui disent « Ah ouais, ça va super bien avec ma meuf », mais qui vivent plus avec leur meuf depuis des années, tu vois.
pourquoi il y a ce côté-là qu'on ne retrouve pas forcément chez les Français, par exemple. Oui, type caucasien. Je pense que c'est quand même la loi. Il y a la fameuse loi de la rue, il y a la street crédibilité, il y a ce truc où tu dois paraître fort. Et au-delà de ça, il y a les Africains, les hommes africains, noirs et arabes, hein, du moins maghrébins, on leur apprend à ne pas pleurer. On leur apprend à ne pas être faible, parce que pleurer, c'est être faible. Il ne faut pas se plaindre. Même nous, les femmes, d'ailleurs, les femmes noires, on nous apprend depuis qu'on est petite, tu n'as pas intérêt à te plaindre. Tu n'as pas intérêt à pleurer. Tu dois montrer que tu es fort. Les hommes noirs ont un poids encore plus lourd et rebeux aussi. Moi, j'ai eu un gars il m'avait marqué, il m'avait appelé et il m'a dit, Aïssa, il m'a dit, tu sais, je suis algérien, lui était algérien, et j'ai eu le même cas aussi côté Afrique, c'était un Malien. Il me dit, tu sais, dans ma famille, on est trop thug, tu vois, on est fiers. Et il me dit, moi, j'en peux plus, en fait. J'ai plus de force, tu vois. Il me dit, devant ma famille, devant mes frères, devant mes sœurs, je montre que je suis fort. Mais en fait, à l'intérieur, je suis anéantie. Et des fois, j'ai envie juste de m'effondrer, mais je peux pas. Parce qu'on m'a toujours dit, t'as intérêt à être debout. Et j'ai honte. J'ai honte de me laisser tomber, tu vois. Parce qu'on va me dire que je vais passer pour une victime. Mais je suis pas une victime. C'est juste que des fois, j'ai envie de lâcher prise. Mais ils ont pas de quoi. Parce qu'on leur a toujours imposé et dit, tu dois être comme ça, comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur Twitter, un gars, il y a à peine 2-3 jours, qui a mis un mot, un Renoir, et il a dit, les gars, les Noirs, les hommes noirs, comment vous faites? À qui vous parlez quand ça ne va pas? Et ils ont tous répondu, tu vois. Je garde pour moi. Je dis rien. Après, je me suis dit, ça continue. Ça continue. Mais c'est très dur. Je ne sais pas si tu as vu justement, toi, une vidéo qui est passée il y a quelques mois, je pense, où tu as un présentateur qui tend le micro à un blanc, un jeune blanc qui dit « Appelle ta mère » et tu lui dis « Je t'aime ». Tu l'as vu cette vidéo? Oui. Et un noir, un jeune Renoir aussi. À Châtelet, ouais. Pareil, voilà, c'est ça. Appelle ta mère, dis-lui. Et tu vois la différence. L'autre maman, t'as la maman du français mon qui chéri, dit mon chéri, moi poutou, aussi, poutou, poutou, voilà. Et t'as la maman Renoir, qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc après, tu lis les commentaires, tu sais, t'as plein de gens qui rigolent et tout. Et c'est assez marrant, même moi j'ai rigolé. Je lui dis, mais. Parce que moi je suis asiatique d'origine, donc il y a aussi ce côté-là où j'ai jamais fait la bise à ma mère, je l'embrasse pas. Il y a ce côté très distant, tu vois. J'aime pas tout ce qui est tactile et tout. Je sais pas si c'est lié à mon éducation, tu vois. Mais moi, je me retrouve dans ce profil-là de pourquoi tu me dis ça, tu vois. Pourquoi tu me dis je t'aime, tu vois. Mais quand tu creuses un petit peu, c'est triste en fait. Oui. C'est vraiment triste. Ouais, c'est triste. Et puis c'est, tu vois, ce garçon, sa mère, elle trouve ça bizarre. Elle trouve ça bizarre qu'il lui dise je t'aime, alors que c'est censé être normal, tu vois. Mais elle trouve ça bizarre peut-être parce qu'elle n'a pas l'habitude de l'entendre de son fils, et en même temps son fils n'a pas l'habitude de lui dire, parce que lui-même n'a pas l'habitude de l'entendre. Et donc elle se dit, il y a une couille. Tu vois. Et s'il me dit ça, c'est qu'il a fait un truc. Et d'office, elle se met sur la défensive. Mais c'est pareil, quand t'es petit, tu dis, putain, j'ai pas intérêt à me faire renverser par une voiture, sinon je vais me faire défoncer. Parce que nous, on n'a pas intérêt à avoir un problème, même si c'est nous la victime, parce qu'on va se faire défoncer. Pourquoi t'étais là-bas? Pourquoi t'as traversé sans avoir regardé la route, etc. Et je pense que c'est juste l'éducation africaine qui est dure et on ne se montre pas d'affection. On est avare de sentiments, on est avare de compliments, on est avare de démonstrations. Et c'est pas toujours bon. Parce qu'après, ça nous impacte nous-mêmes dans nos relations. C'est ça. Ah ouais. Parce que ça crée quand même, comme tu dis, une espèce, on se met une armure, enfin les hommes surtout, ils se mettent des armures, et les femmes aussi, hein, quelque part. Ah oui, on se met des armures pour se protéger, pour se préserver, parce qu'on a grandi comme ça. Oh, ouais. Ah ouais, moi j'ai des filles qui m'ont appelé en coaching, elles m'ont dit, mais ça, putain, mais je suis avec mon gars, mais qu'est-ce qui me saoule? Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais il arrête pas de me toucher, il vient me faire des câlins, il me caresse le bras et tout, mais j'aime pas, il est trop tactile. Je dis, ah, ça t'énerve? Elle me dit, ouais, je supporte pas. Et en fait, elle n'a pas eu l'habitude de ça, tu vois. Ça lui parle pas, c'est pas un langage qui lui parle, parce qu'elle ne connaît pas. Et donc, pour elle, c'est une agression. Et tu te sors de ça que si toi-même, tu as cette sensibilité où t'as quand même ce truc où t'as besoin d'être touché, c'est comme ça, et t'as besoin toi-même de toucher, ou si quelqu'un t'a donné une suraffection, tu vois. Parce que
prendre quelqu'un dans ses bras, toi, je sais pas, tu le fais avec tes enfants? Tu les prends Je dans le tes fais. bras? Ouais. Ouais. Par contre, c'est vrai que je vais. Enfin, les grandes, non, mais la petite, Ah, tu vois, je le Ça, fais c'est- vachement. Mais quand elles étaient petites, je le faisais. Et Mais maintenant arrivé qu'elles à un sont âge, grandes j'y arrive plus, ouais. ah oui, Ouais. C'est bizarre, hein. c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça veut dire quelque chose, tu vois. Et je pense qu'il faudrait l'expliquer parce que quand on grandit, quand une femme, elle grandit dans ça, soit elle tombe sur un gars qui lui donne beaucoup d'amour, soit elle tombe sur le gars qui communique comme ses parents, avec la dureté, avec la fermeté, avec le... Et là, c'est là que ça peut être très compliqué, tu vois. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, justement, Oui. qui avaient pas forcément de solution pour sortir de ruptures amoureuses et s'en sortir, quoi. Mhm. Comme tu disais, de plus en plus jeunes, on vit des choses de plus en plus difficiles. Oui. Avant, nous, on les connaissait, on les a connus plus tard, quoi. Mhm. Nous, on n'a pas connu tout ce qui est... Enfin, peut-être qu'on a connu, mais c'était d'une autre façon. Mais le harcèlement, les envois des nudes... Est-ce que toi, en tant que femme, tu penses qu'on peut encore faire confiance et aimer en 2024? Ah bah oui. Être amoureuse? Ben bien sûr. Aimer n'a rien à voir avec des photos, des nudes. Ça, c'est un concept qui est arrivé grâce à Snap, tu vois, grâce au MMS, au truc et tout. Et donc, c'est une façon de faire évoluer le rapport à distance, on va dire, ou de créer un rapport à distance, comme des gens qui sont dans deux pays différents et ont parfois des rapports à distance grâce aux fameux nudes ou des choses comme ça. Mais on peut aimer, même si demain, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on s'aimait beaucoup. On avait des lettres, on avait des stylos, on se voyait pas, on s'écrivait, tu vois. Et en Pour toi, ça n'a rien 2024, changé. Les réseaux sociaux ont changé les rapports, oui, mais pas l'amour. L'amour, pour moi, est et demeure et demeurera, tu vois. L'amour est là, il a toujours été là, il sera toujours là. Et le problème n'est pas l'amour, mais ce sont les individus. Si tu tombes sur le mauvais individu, ton expérience avec l'amour peut être très compliquée, effectivement. Est-ce que toi, tu es en couple actuellement? Tu vois, genre, Joker, je ne te répondrai pas. Non? T'attends la réponse. Elle attend la réponse. Oui, oui, oui. oui. En couple? Depuis Oui. longtemps? Je vais pas répondre. Faut pas m'en demander trop, Agnès, parce que là, je vois que tu vas commencer à... Ah ouais, bon, il est doux, alors qu'est-ce qu'il... Non, non. Déjà, je m'arrête. sais que c'est Je m'arrête. pas je plus m'arrête. d'il y a 4 ans. C'est plus récent. Ouais. Parce qu'il y a 4 ans... Non, je rigole. C'est parti. Bon, on y va, là. Ok, Non. toi, du coup, t'es plutôt du genre, j'y vais les yeux fermés, on sait, mais j'avance, Mhm. voilà, à l'aveuglette et tout, ou plutôt du genre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Fais voir ton téléphone, t'étais avec qui, etc. Moi, je suis du style j'y vais. Parce que moi, je suis une femme aussi qui se... Moi, on peut dire que je me voile un peu la face. Hein. En relation... Parce que j'aime pas contrôler, j'aime pas empiéter sur l'intimité de l'autre. Parce que j'aime pas qu'on fasse pareil pour moi, donc forcément, je le fais pas. Et contrôler ton téléphone, ça sous-entendrait pour moi que déjà, je ne te fais pas confiance et que j'ai besoin de faire le policier pour être sûr que tu m'aimes. Moi, c'est pas comme ça que je conçois l'amour. On s'aime, on se respecte, tu as ton téléphone, j'ai le mien, tu fais des trucs. Je n'ai pas à te surveiller, je considère que tu es carré. Et si toutefois tu ne l'es pas, quand je le découvrirai, bah, je prendrai... c'est qui dit ça? C'est Deschamps, je crois. Je prendrai des mesures... j'agirai en conséquence, quoi, tu vois. Mais moi, je ne fouillerai pas. On dit souvent que ce sont les hommes qui trompent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, maintenant, ce sont les deux. Ah, aujourd'hui, c'est les deux. Et tu penses pas qu'avant aussi, les femmes trompaient? Avant, si, mais avant, tu n'avais pas beaucoup de temps, quoi. Donc, je pense qu'il y avait moins de tromperie. Parce qu'avant, tu sais, bon, déjà, les femmes, elles ont eu le droit de vote il n'y a pas longtemps, le droit d'avoir le compte en banque, etc. Donc, avant, elles dépendaient de leur mari, et donc elles étaient à la maison, à garder les enfants. Va sortir, toi, t'as pas de voiture, tu vas tromper ton gars, bon, ou ton mari, il faudrait que le mec vienne chez toi. C'est pas... Et puis tout le monde avant espionnait tout le monde. Tu sais, là, ça a changé, mais avant, les voisins, c'était des commères, quoi. Donc tu te serais fait attraper, je pense, rapidement.
Aujourd'hui, on trompe. Il y a d'autres façons de tromper. On s'envoie des messages sur Insta, on se like des photos, on communique alors qu'on ne s'est jamais vu. On développe des relations, tu sais, presque épistolaires, d'amour, avec des inconnus, quoi. T'as déjà grillé, toi, un de tes ex qui t'a trompé ou pas? À l'époque, et ça m'a fait rire, c'était à l'époque, alors j'avais, je sais pas, j'avais 23, je crois. Je suis dans la voiture, on est à la station essence et il avait 2 téléphones. Et le deuxième téléphone est posé, il sort, non d'ailleurs, les 2 téléphones, il sort et il laisse le téléphone dans la voiture, tu vois, ouvert. Et il y a une notification qui arrive, une fille qui dit je te rejoins, enfin un nom, tu vois, un nom, Lucie ou je sais plus, je te rejoins. Bon, je clique comme ça, clac, et je vois le truc, et je lis, tu vois. Et je vois, oui, on était un dimanche, et la fille, elle lui dit, et lui, il lui a dit, prépare tes affaires, le week-end prochain, on le passe ensemble. Et elle lui dit, oui, ok, je te rejoins vendredi, telle date, avec ma valise et mes affaires, tu vois. Et lui, il rentre dans la voiture, il se fait le mec et tout. Et moi, je suis là dans la tête, je me dis, putain. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es con, quoi. Genre, en fait, t'étais tellement sûre de ton coup que t'as laissé ton téléphone en mode... Parce que souvent, on pense que les mecs qui cachent des choses sont ceux qui cachent le téléphone et qui sont... Mais parfois, t'as ceux qui le laissent... Parce que genre, c'est tellement... J'ai tellement rien à cacher que regarde. Sauf que... Et je lui ai jamais dit. Mais non. Jamais. Mais t'es pas resté avec lui? Non. Mais je lui ai jamais Et dit. il t'a pas posé la question pourquoi tu me quittes? Non, à ce moment-là, en fait, quand il rentre dans la voiture et qu'il est tout confiant, en fait, déjà, c'était de trop déjà pour moi. C'est-à-dire, tu dis à la fille, tu vas passer le week-end prochain avec elle. Enfin, c'est ta meuf. Donc il y a moi, puis il y en a une autre, puis il y en a peut-être une autre, tu vois. Je dis bon, ok. Alors qui je suis moi? Est-ce que je suis la maîtresse? Est-ce que je savais plus trop? Et je le vois rentrer et je me dis mais je dis le pauvre, il sait pas, mais c'est la dernière fois qu'il me voit. Il le sait pas. Et il me dépose tranquille. Ça va, ok. Bon, bah, je te fais un gros bisou et tout, à plus tard et tout. Et t'as gardé ton calme? Ah oui. Ah, respect, hein. Ah oui. Moi, je fais pas de crise, moi. Moi, je suis pas du tout impulsive. J'aime pas les crises, les trucs, les énervements. Mais je sais qu'on peut péter un câble, tu vois. J'ai déjà pété des câbles. Hein. Et souvent, justement, c'est comme ça que je sens que je ne suis plus dans mon état normal. C'est quand c'est avec quelqu'un qui me fait sortir de mes gonds à un niveau où limite je ne me reconnais plus, quoi. Parce que je ne suis pas comme ça. Et ça s'est arrêté comme ça. Il m'a fait rire parce que je me suis dit, putain, au moins cache ton délire, quoi. Tu sais, je sais pas. T'as un prénom comme ça Non. Non, il m'a recontacté. Au moins la voiture, c'était quoi la voiture? Comme ça, il va se reconnaître. C'était un 4x4, alors c'était quoi à l'époque? C'était un Audi, je crois. Un Audi ou un BM. Un Audi, je pense. Non, mais attends, ça date, hein. Il a changé de voiture entre-temps. Oui, mais comme ça, il se reconnaîtra, il va se rappeler. Ouais, je pense qu'il a dû... Alors bon, je sais pas s'il sait que j'ai Trigger, mais peut-être qu'il saura que c'est lui. Ah bah c'est sûr. Mais le temps est passé, après il m'a rappelé, on a parlé et tout, mais je n'en veux pas, moi je suis pas très rancunière. Mais voilà, basta, c'est bon. On te connaît en tant que coach, on ne te connaît pas vraiment en tant que comédienne. Alors pourquoi, comment tu as fait pour devenir la meuf de Kiri? Ah, bon, je suis devenue, enfin, bon, dans le rôle en tout cas, je suis le crush de Demba. Jainaba est le crush de Demba. Et comment j'ai fait? Ben, écoute, on m'a contacté. Le directeur de casting qui s'appelle Dez qui est adorable, big up Dez, qui m'a contacté parce qu'ils étaient en phase de casting, ils étaient à la fin et ils n'avaient pas trouvé, ils avaient toujours pas trouvé Jainaba. Et ils ont casté. Puis moi, je suis arrivée comme ça, tu sais. À la fin, je partais à Dakar, on m'appelle, je suis à l'aéroport, viens passer le casting. Je dis, moi, je pars à Dakar, ouais, mais c'est banlieusard, quoi. Tu sais, ils te veulent. Moi, je dis, oui, mais c'était marrant, c'était comme le truc de Necfeu. Quelqu'un m'appelle pour me dire, l'équipe de banlieusard te cherche. Je me suis dit, attends, c'est quoi? C'est le délire, genre, je suis recherchée par... Et je pars au Sénégal, alors, à ce moment-là, c'est un truc de fou. On est au mois de juillet, moi, je fais un voyage de coaching avec les filles qui viennent au Sénégal. On fait un voyage on fait un voyage de coaching pendant une semaine. Et on le fait, et on me demande, Aïssa, écoute, reviens à faire ton casting, ou du moins, fais une tape. Tu sais ce qu'on appelle une tape? C'est une vidéo où je me filme en train de faire la scène. Oui, je l'ai fait. Sauf qu'à la fin du mois de juillet, je tombe dans une espèce de dépression burn-out où en fait, ça devient too much pour moi. Je coupe tous mes réseaux, tu vois. J'arrête tout et je me rappelle que je dois faire cette tape et j'arrive pas. 1er, 2, 10. Et là, on m'envoie un message, je me dis, ça, écoute, le casting est terminé, tu vois. Ça y est,
C'était terminé le 8 et tout. Et moi, je dis, non, attendez, je vais vous l'envoyer, mais je vais vous l'envoyer. Attendez. Et vers le 24, genre, je dis à mon assistante au Sénégal, je lui dis, écoute, force-moi à le faire parce que si je reste dans ma dépression chez moi comme ça, je vais pas. Et j'avais besoin de le faire pour être sûre que on te donne un truc, on te donne une opportunité comme ça, tu peux pas cracher dessus, tu vois. C'est quand même le cinéma, fais pas la go. Et je me pose et je fais l'essai et tout, bah, naturel et tout ça. Et on l'envoie et là, il me convoque pour venir au mois de septembre. Donc, je fais le truc, je viens au mois de septembre et je prends un billet, j'arrive le 4, je passe le casting le 6 et moi, j'ai pris un retour pour le 9 parce que pour moi, ils vont pas me prendre. Je suis pas actrice, je sais pas jouer. Moi, j'ai fait la rip, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, tu vois. Mais voilà. Et ils me prennent. Oh, je croyais pas. C'est que même quand je tournais le premier jour, je me dis non, c'est pas, tu vois. Non, j'y crois pas. Et comment ça s'est passé? Je croyais tellement pas que j'ai même pas annulé mon billet de retour. Je faisais que de le repousser 2 jours. Ah ouais? Oui, j'arrivais pas à me dire. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont me faire tourner le premier jour, ils vont se rendre compte qu'en fait, la go, peut-être qu'elle sait pas jouer, tu vois, ou peut-être que. Et non, en fait, non. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai adoré. Ah, l'expérience, ouais. J'ai adoré. C'était. En fait, ça fait du bien de ne plus être soi, en fait. C'est bizarre à dire, hein, mais. Des fois, tu vois des gens qui s'inventent une vie, tu te dis, putain, ils sont un peu bizarres. Mais dans le cinéma, c'est kiffant. Parce que t'es plus toi, tu vois. Pour une fois, tu sais, des fois, t'as envie de dire, OK, bon, là, je me saoule. Putain, mais comment je me saoule? Et là, on te donne l'opportunité de, vas-y, fais ce que tu veux. Et qui t'a coaché, justement, sur ce tournage? C'est une coach de théâtre qui était dans l'organisation. Et donc, j'avais des coachings avec elle, elle me coachait et tout. La coach qui se fait coacher? Ouais, bah ouais. Dans un registre qui n'est pas le mien, au départ, parce que elle me coach dans le cinéma, tu vois. Et j'ai besoin. Et t'as vu des similitudes, toi, dans la manière de coacher par rapport à toi, ta profession? Non, parce que le coaching du cinéma, c'est pas pareil. Le coaching du cinéma, on va t'apprendre à bouger ton corps, on va t'apprendre à respirer, à poser ta voix, on va t'apprendre à être. En fait, tu dois pas jouer. Parce que tu sais, on pense qu'il faut jouer quelqu'un. Juste être chez toi. Enfin, c'est mon corps qui fait, c'est ma voix. Mais tu fais un rôle, en fait. Et ça, dans le coaching pur, tu es toi déjà. Donc, je vais pas t'apprendre à être toi, tu vois. Ou à être quelqu'un d'autre, parce que c'est 2 exercices complètement différents, mais l'accompagnement est quand même le même, tu vois, les fréquences 1 fois par semaine, il y a une évolution, on te donne des exercices que tu dois faire et tout. C'est pas facile, hein, Le cinéma? Ah ouais, le cinéma, ouais, être comédienne, c'est pas facile, jouer quelqu'un d'autre, c'est... Et être quelqu'un d'autre, plutôt. L'expérience cinéma, t'as envie de continuer? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quels sont les nouveaux projets? Ah oui, moi, oui. Moi, si tu veux, si je dois prendre une deuxième carrière, ça serait une carrière cinématographique. Ouais. Je suis prête, alors que jamais, genre, avant, j'aurais pu dire un truc comme ça, mais je suis prête à arrêter de coacher en mode travail pour faire que du cinéma. Ouais. Mais je serai toujours coach dans l'âme, tu vois, c'est comme ça. Mais ouais, je suis prête à entamer une carrière, donc j'ai un agent. J'ai quand même eu la chance de... t'as des agents qui ont aimé ma prestation, donc après il a fallu que je prenne un agent et qui me fait faire des castings et tout ça. Donc voilà, maintenant il faut bosser. Bon, on croise les doigts, hein, Bah ouais. pour te voir un jour sur une de nos fictions Value. Yes, pourquoi pas. Avec l'arrivée des sites de rencontres, tout a changé. T'entends des tas de gens qui trompent leur conjoint ouvertement. Tu vois, même les concepts, c'est un peu bon, olé, mais bon. Moi, je me rappelle, voilà, j'étais choquée, j'étais tombée sur l'affiche sur les bus, là, dans Paris et tout. Glidden. Avec l'affiche, voilà, c'est ça, Glidden. En gros, la phrase d'accroche, c'était genre, le site pour les femmes qui veulent tromper leur mari. C'était ça, hein. Plus ou moins, quoi. Tu penses que tu peux aimer et tromper ou pas? Oui. Tu peux aimer et tromper? Mais bien sûr. Il y a des gens qui sont radicalement opposés à ça, tu vois. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux aimer et tromper en même temps? Parce que la tromperie est différente chez la femme et chez l'homme. On ne trompe pas pour les mêmes raisons. Un homme, il peut avoir une femme qu'il aime de tout son cœur. Il sort en boîte, il a un peu bu, il croise une meuf qui l'a chauffé jusqu'à la mort. Il couche avec elle et à la seconde où le rapport est terminé, il peut regretter amèrement, vouloir se débarrasser de la fille, c'est vraiment un truc du dégoût, genre, tu sais, je ne vais sûrement pas dormir avec elle, je me barre. Ou
Bah, c'était juste un coup, tu vois, et basta, et au revoir. Ça n'excuse pas le fait que ça soit pas bien, tu vois. Mais c'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucune valeur. Tu lui en repars 5 ans plus tard, et c'est même pas qui. La fille, elle va le croiser. Ah, non. Enfin, c'est une meuf parmi tant d'autres, tu vois. Il n'y a pas d'émotions, de sentiments qui sont engagés. Et très souvent, la femme, elle, oui, elle engage ses sentiments quand elle trompe, tu vois. Souvent, c'est parce que... Bon, c'est pas pareil chez tout le monde. T'as des femmes qui trompent parce qu'elles ont envie. Mais t'en as, c'est... l'affection est différente. Son mari lui donne pas assez d'affection. Son mari est moins présent. Euh, parfois, c'est physique. Parfois, le physique ne lui convient pas. Donc, plutôt que de lui quitter son mari, elle va le tromper avec un mec qui a un physique différent. Ça varie, tu vois. Parfois, c'est sentimental. C'est une relation qui est née par une amitié ou par un collègue ou un truc, et puis ça évolue. Et t'as des mecs aussi. Et donc, ça devient... c'est même plus... Enfin, ça reste de la tromperie, mais c'est surtout des relations continues. C'est à la limite de la polygamie, quoi. Les gens peuvent entretenir 2 relations parallèles normales, quoi. En étant amoureux. Mais bien sûr. Ah, mais ça arrive... souvent, d'ailleurs, souvent, les gens qui trompent sont en couple et restent en couple. Et t'en as qui trompent, ils vont pas te dire oui, oui, parce que je l'aime plus. Non, c'est pas la raison. Parce que je l'aime plus. Peut-être que c'est parce qu'on n'a plus de rapport. Tu vois, t'as des couples qui ont plus de rapport, donc ils vivent comme des colocataires, mais il aime sa femme, quoi. Il a pas envie de la quitter ou il aime son mari. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est j'ai l'habitude ou j'ai mon confort de vie Non, c'est que t'as des couples qui ont vraiment des vrais problèmes de crise où l'amour est puissant, mais par exemple, il n'y a pas de rapport. Et t'en as un qui propose à l'autre, viens, on va voir un sexologue, un sexothérapeute, viens, on fait une thérapie, et t'en as... Non. Bah non, j'ai pas envie, j'ai le droit de pas avoir envie, quoi, tu vois. Et l'autre est meurtri par ça, mais il y a juste ça qui le dérange, mais tout le reste est bon, il y a juste ce truc. Et donc il se dit, bah, puisque j'ai des besoins, je vais aller les récupérer ailleurs, et puis, mais je reste avec cette personne. C'est mauvais. Moi, je te dirais, écoute, bah, si ça te dérange tant, c'est par toi, tu vois. Enfin, quitte le navire et va ailleurs. Et t'as des personnes qui trompent vraiment par... pas ce cas de figure-là, elles trompent parce que ce sont des serial trompeurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre. S'ils voient une meuf, elle leur plaît, on y va. Ça, c'est genre, t'es dans un magasin, tu te sers, quoi. On y va, rien à foutre. Oh, l'autre, elle va... Bon, si elle le sait, bon, vas-y, ok, je vais mentir. Parce qu'il y a cette fameuse règle de quoi qu'il arrive, tu nies, tu vois. Et voilà, mais pour moi, oui. J'ai eu des gens qui m'ont appelé en coaching et qui m'ont dit, Aïssa, putain, j'ai trompé ma femme, je regrette, quoi. J'ai même eu des femmes qui m'ont appelé en pleurs. J'ai trompé mon mari, je regrette. Je l'aime de tout mon cœur et je l'ai trompé parce que c'est tombé comme ça, tu vois. Mais en larmes, en larmes, en larmes. Elle me dit, j'aimerais bien faire machine arrière, mais je sais pas comment faire. Et le mari ne le sait pas. Tu vois, t'en as qui sont enceintes de l'amant ou du meilleur ami, et puis, oui. Et qui m'ont appelé, oui. Et le mari ne le sait pas. Et le mari ne sait pas que l'enfant n'est pas de lui. Ça, apparemment, il y a plein d'enfants illégitimes, enfin illégitimes... qui sont pas du gars, père, quoi. Ouais. Enfin, du père, du mari. Ouais. Donc, si tu veux, la tromperie est tellement multiple et diverse. Et t'as une dame qui s'appelle Esther Perel qui l'explique très bien dans un livre, d'ailleurs, que vous pouvez acheter. Si je t'aime, je te trompe. Et elle explique vraiment de façon... qui a une multitude de tromperies. Et elle ne dit pas qu'il faut les pardonner, accepter, comprendre. Non, elle explique seulement qu'il y a... Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que une tromperie, ça détruit la personne qui est trompée. Ça laisse des séquelles irréversibles. Donc même si la personne peut pardonner, et encore, elle n'oublie pas. Donc c'est là, voilà. C'est une blessure que tu as créée à l'intérieur, donc je vis avec toi. Et c'est là, et puis ça peut ressortir à n'importe quel moment. Pour toi, quelle est la différence entre aimer et être sous emprise? Aimer être sous emprise, il y a une histoire de besoin et d'envie, tu vois. Aimer, pour moi, j'essaie encore de réfléchir sur le fait que aimer, est-ce qu'aimer est un besoin fondamental? Mais oui, parce qu'on dit que l'amour inconditionnel vient des enfants. C'est vraiment, d'ailleurs, il paraît que c'est le seul amour qui est indestructible et infaillible.
Mais l'amour, je pense qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Le problème dans l'emprise, c'est que c'est au niveau de la dépendance, je pense, affective, d'un vase qui n'est pas rempli, d'une carence. Et quand tu as quelqu'un qui te... Et tu crois que cette personne te remplit ce vase, qui fait que tu seras bien parce que ce vase est rempli. Et voilà pourquoi je parle du besoin. Et tu as besoin, en fait, de cet amour. Donc, tu penses avoir besoin de ce gars ou de cette femme pour être heureux. Et quand cette femme comprend ou ce mec comprend ça, c'est terminé. Là, tu es sous emprise. Parce qu'on va te faire, on va te faire dire, on va te dire, des choses qui sont complètement en dehors de l'amour. Parce que qui dit amour dit on est dans l'absence de contrôle, l'amour. Or, l'emprise, on est dans le contrôle. Je t'aime, donc je veux te contrôler. Ou je ne t'aime pas, je veux te contrôler pour que tu puisses faire ce que je veux ou ce que j'attends de toi. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas à le contrôler. Tu aimes et puis voilà. Tu vois. Il y a cette expression qui est apparue il y a une dizaine d'années, qui est très à la mode. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est cette histoire de pervers narcissique. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il te dit « j'étais avec un pervers narcissique, tatati, tatata ». Est-ce que ça existe vraiment? Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Ah, c'est cool. Agnès, que tu poses la question, c'est que tu n'as jamais eu affaire à un pervers narcissique. C'est superbe. C'est... Quand tu tombes sur un pervers narcissique, mais tu meurs de l'intérieur, Agnès. C'est-à-dire, c'est une mort lente. C'est vrai. Effectivement, tu as des gens qui utilisent le terme parce qu'ils tombent sur des manipulateurs, tu vois. Et ils pensent que ce sont des pervers narcissiques, mais ça n'a rien à voir. Déjà, pour te remettre d'une relation, d'un pervers narcissique, parfois, où tu restes célibataire très longtemps, où tu tombes sur le père du pervers narcissique juste après. C'est-à-dire celui qui il sait que tu sors de cette relation et il va te faire la même chose en te faisant croire qu'il te console. Et il va venir t'abattre, tu vois. Très rares sont les femmes qui ont été avec des pervers narcissiques et se sont remises en couple tout de suite après ou ont été heureuses tout de suite après. C'est compliqué. Mais ça existe réellement. Et des femmes aussi. Hein. Moi, la première fois que j'ai entendu le terme pervers narcissique, c'était pour une femme. Hein. Et elle avait fait quoi, la nana? Elle avait détruit le gars. Elle l'avait détruit. C'est-à-dire qu'elle jouait sur son psychisme, sur sa mentalité, sur sa psycho, sur tout. Elle lui faisait croire qu'il avait dit des choses qu'il n'avait jamais dit. Elle jouait sur son physique. Elle le rabaissait, l'humiliait. En public, c'était parfait. Puis à l'intérieur, à la maison, à chaque fois, bam, tu vois. Non, c'était trop. On te tue à petit feu. Et toi, tu es constamment dans la volonté de prouver, de chercher l'amour. Donc, il va tellement te détruire. Et puis, de temps en temps, il va te donner un peu d'amour. Et toi, tu vas tellement être content qu'il te donne cet amour que tu reprends comme si tu reprenais de l'air. Mais il va te tuer tout de suite après. Et c'est ce schéma perpétuel. Et toi, tu es dans la justification constante parce qu'il te fait passer pour un menteur. Il va te faire croire que, tiens, Agnès, tout à l'heure, tu m'as dit ça. Puis toi, tu vas me dire, Maïssa, je t'ai jamais dit ça. Bah si, Agnès, tu m'as dit ça. Je pense que tu es en train de perdre la tête. Tu perds la mémoire, Agnès, il faut que tu te fasses soigner. Et toi, tu vas commencer à dire, putain, est-ce que je suis folle? Enfin, j'ai dit des choses dont je me rappelle plus. Ou faire. Il te rend fou comme ça. T'as déjà rencontré, toi, des pervers narcissiques? Ouais. Alors? Pas des, hein. Pas des. Ouais, ou un, ouais. Ah, déjà, c'est... Un. Ouais. Ouais. Il m'a fait perdre 10 kilos en un mois. Ah, ça, c'est super, ça. Tu veux pas me le présenter? My God! Mon Dieu, alors là, je préfère prendre 20 kilos, tu vas être heureuse, que 10 kilos en un mois. Bah, non. Non, jamais. Je te souhaite vraiment, et je souhaite à personne. Mais les filles qui ont été avec des pervers narcissiques, elles vont comprendre. Et elles pourront te l'expliquer. Parce que seul quelqu'un qui l'a vécu peut comprendre et te l'expliquer. C'est-à-dire, ça te consume de l'intérieur. Donc, tu es en train de t'assécher intérieurement. Tu meurs à petit feu. Et il n'a pas besoin de te toucher. Hein. D'ailleurs, les pervers narcissiques ne te frappent pas. Ou une fois par an, une claque. Et encore, il ne te frappe pas. Il te tue avec des mots. Et lui, il était content de te faire mal. C'est son essence, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas besoin d'en parler. J'ai pas envie de donner de l'importance à ça. C'est passé, tu vois. Ok, pas de souci. De toute façon, ces gens-là, ils en valent pas la peine. Non, parce qu'ils sont très malheureux, très malheureux.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un manque de confiance en eux. Ouais. Et ils te le font vivre, ils te le font subir pour Ils s'aiment se sentir complètement. supérieur. Ils En s'aiment fait, c'est eux qui sont pas. malheureux. Ouais, ils s'aiment pas, ils t'aiment pas. Ils se servent, ils se font une image devant le grand public, aux yeux du monde, aux yeux des gens comme étant quelqu'un de parfait. Puis dès que à huis clos, c'est terminé, quoi. C'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre. Mais constamment, la personne va te faire passer toi pour folle, auprès même des gens de ton entourage. C'est-à-dire les gens de ton entourage douteront de toi, parce qu'il arrive à faire ça. Ou elle arrive à faire ça. Vous connaissez pas Agnès et tout, c'est votre sœur, c'est votre amie, mais vous la connaissez pas. Elle est comme ça, c'est comme si... Et les gens vont le croire parce qu'il paraît tellement parfait. Bah oui. Ou elle paraît tellement parfaite que c'est pas possible. Elle martyrise les cadreurs, les monteurs et tout. Non, Agnès, elle est cool. Qu'est-ce qui te fait penser que les réseaux sociaux vont détruire les vraies relations? Parce que c'est un mélange de... Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Tu es sur Snap, puis tu reçois... Ton Snap est ouvert. Public, on va dire. Pareil pour ton Insta, pareil pour ton TikTok, etc. Puis tu reçois une flopée de messages, tu vois. Ce sont des gens qui vont te complimenter, qui vont te parler petit à petit, te séduire petit à petit. Des fois, c'est très insidieux, tu vois. Ils vont t'envoyer des messages. « Ah, tu as fait ça, est-ce que tu peux me conseiller ?» D'ailleurs, tu as des mecs qui sont passés pour des filles, qui parlent avec toi en mode copine, puis après, ils t'avouent que ce sont des mecs, en fait. Et t'en as, qui vont te draguer, et toi, tu vas créer une relation. Tu vas avoir besoin de cette personne parce qu'elle est cool. Et toi, tu es en couple. Mais c'est un mec qui te parle tous les jours, et puis, il est cool, il est gentil, tu lui racontes ta vie. C'est comme un petit confident d'Internet, quoi. Mais après, il y a tes sentiments qui naissent de ça. Puis après ça, tiens, viens, on se boit un verre, on s'est jamais vu, ça fait 1 an qu'on parle. Tu vas dire, ouais, pourquoi pas, de toute façon, je suis en couple, il sait que je suis en couple, ou elle sait que je suis en couple, je lui ai dit, et en fait, non. En fait, c'est une relation qui est en train de naître. Parce que les habitudes que tu as avec ton chéri, tu les as avec un autre gars, comme les habitudes que tu as avec ta chérie, tu lui racontes tout, quoi. Tu as des gens qui se parlent tous les jours et qui se sont jamais vus. Mais Agnès, c'est réel. C'est fou, hein? Et ça touche ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ça peut toucher des gens de la haute et des gens d'en bas. Tout le monde. Et puis tu vas tomber amoureux d'un inconnu, tomber amoureuse d'une inconnue. Et puis tu vas commencer à être distante ou distant avec ton mari, ton chéri, ta femme, ta copine. Parce que tu as quelqu'un d'autre qui te comprend, qui t'écoute, qui est là. Et c'est quoi la solution alors à ça? Ah, pour moi, tout ce qui est gens d'Internet qui viennent te parler de façon soi-disant amicale, non. Non. Ça, C'est c'est fake. radical, quoi. C'est fake, Agnès. Mais tu peux créer des amitiés avec... Avec des femmes qui... Par exemple, moi, des femmes... Bon, moi, je suis un personnage public, mais si j'étais anonyme, j'aurais pas eu, par exemple, de compte public ouvert. Donc déjà, pour me parler, ça aurait été un peu compliqué, parce que j'aurais eu que mes copines, ma famille. Donc si j'ai un compte ouvert, donc tout le monde peut venir me parler. Et donc je vais parler avec tout le monde. Pourquoi? Si t'as pas un conseil à me donner sur des migraines, si t'as pas un voyage à me proposer, une destination, je vais pas parler avec toi, quoi. C'est-à-dire, ça équivaudrait à un mec qui m'appelle en plein milieu de la journée, qui me raconte sa vie, à qui je raconte ma vie. Pourquoi? Qui est ce mec? Est-ce que c'est mon ami? Est-ce qu'il est dans mon cercle? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que c'est mon frère? Qui est ce gars? Pour que je puisse parler avec lui tous les jours, raconter ma vie. Ouais, c'est vrai, c'est comme tu dis, à partir du moment où tu es une personnalité publique, entre guillemets, tu peux laisser ouvert. Oui, les gens te parlent, c'est normal. C'est du boulot. Quoi. Mais c'est vrai que si tu es vraiment... Privé, normalement, t'as pas à parler aux gens, aux inconnus. Bah complètement. C'est étanche, c'est comme dans la rue. Tu vas te poser sur un banc, parler avec une dame ou un gars, etc. Parce que le gars, il est sans abri, il a besoin de parler à quelqu'un, ou tu as croisé un mec qui est là parce qu'il voyage, c'est un touriste, ou une fille. Mais tu vas pas te poser avec un gars, prendre un café, on se raconte notre vie de tous les jours. Genre comme ça dans la rue. Non. Mais sur Internet, c'est facile. Ouais, parce le que virtuel, ouais. Ah non, mais c'est tellement subtil. T'as des femmes, elles ont trompé leur gars comme ça. Elles sont tombées amoureuses comme ça. Des mecs, c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, putain, Aïssa, mon gars, il parle avec une meuf, mais tous les jours. Depuis 2 ans, genre. Il me dit que c'est juste une meuf d'Internet, il l'a jamais vue. Bah ouais, mais il a besoin d'elle maintenant, ça fait 2 ans. Il peut pas s'empêcher de lui parler. La meuf est devenue son quotidien. Ou le gars est devenu son quotidien. Comment tu fais? Tu te rends compte, un inconnu, t'as besoin d'un inconnu dans ta vie, de lui parler tous les jours.
Et puis quand on te dit, OK, soit t'arrêtes de parler avec lui, soit toi et moi, c'est terminé, limite, il est prêt à choisir l'autre. Hein. Ou elle est prête à choisir l'autre. C'est pas un truc de fou, quand même. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont fait naître Ah oui, un nouveau besoin, en fait, exactement. qui n'existait pas de Exactement. base. Exactement. Et voilà pourquoi beaucoup de relations naissent sur les réseaux. Beaucoup. Sur Insta, sur Snap, sur TikTok maintenant, avant sur Facebook. Beaucoup, beaucoup. Parce que ça commence comme ça. Donc moi, je dirais aux gens, attention, quand vous êtes en couple, c'est dangereux. J'en profite pendant que tu es là, comme ça je me fais ma petite consultation gratos, parce que j'ai vu que sur le site c'était... Non, je rigole. Oh, tu peux, ils le savent. J'ai un problème, moi, avec mes filles. Je parle souvent de mes filles. Hein. Donc, elles ont bientôt, les deux grandes, 13 et 15 ans. OK. Et je leur interdis d'aller sur les réseaux. D'accord, ah oui. Ouais, elles n'ont pas de réseau, etc. Mais elles ont un téléphone. Elles ont un iPhone et tout. D'accord. J'ai autorisé. OK. Parce que, voilà, on sait tout ce qui se passe, etc. Moi, je veux pas qu'elles aient accès à ça. Est-ce que toi, tu laisserais tes filles aller sur les réseaux à cet âge-là? Bah, moi, la première question plutôt qui me vient, c'est comment tu fais pour interdire à ta fille de 15 ans d'aller sur les réseaux? C'est-à-dire, elle a pas... Enfin, c'est fort. Elle est verrouillée, il y a un truc verrouillé Non. sur le téléphone? Elle ne peut pas... Elle n'a pas d'Internet? Si? Mais elle ne télécharge pas l'application. Non. Mais on est dans une relation de confiance. Ah, mais ça, C'est-à-dire que même, par exemple, c'est le du soir, génie. par exemple, il est 21h30 ou 22h, elle me dit, ah, je peux regarder. Bon, elle regarde l'agence. Je sais Ouais. pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah, Avec mais les déjà, trucs immobiliers, tu vois. Mais c'est Donc elle dit, superbe. là, il y a la nouvelle saison qui est sortie. Superbe. Est-ce que je peux regarder 30 minutes de l'agence, s'il te plaît, C'est trop dans mon mignon. lit, tu vois. Et donc moi, je lui dis, non, demain, tu dois te lever tôt. Non. Donc elle va pas regarder. Mais moi, je leur ai toujours dit, C'est depuis qu'elles sont petites, ouf. qu'on était dans une relation de confiance, que je leur laissais leur liberté. Elle peut aller voir ses copines, etc. Mais que, hors de question, les réseaux. Bon, après, je suis peut-être un peu D'ailleurs. radical. Hein. Non, mais tu les protèges. Indirectement, voilà. enfin, directement, même, tu les protèges. Mais tu sais que Agnès, c'est un truc de fou, hein. 15 ans. Elle aurait pu télécharger en cachette, supprimer, télécharger, supprimer. Elle me dit qu'il y a certaines de ses copines qui le font. Mais respect. Non, respect. Respect. Et puis moi, tu sais, bon, aujourd'hui, on est en 2024. Si moi j'ai un enfant, dans 15 ans, tu te doutes bien que je pense que je ne pourrais pas lui interdire les réseaux parce que on sera dans un autre niveau, je pense. Mais si j'avais été à ta place, est-ce que je comprends ce que tu fais? Oui. Ça lui empêche d'être dans un monde trop virtuel et de créer tu sais, ce besoin de plaisir, tu sais, de consommation, quoi. Je consomme du contenu et je regarde de façon infinie, comme TikTok, le déroulé. Et puis là, c'était bien, il faut que je regarde un autre, puis il y a une story time, puis il faut que je continue. Puis attends, il faut que je vois ce qu'elle a fait. Et ça ne s'arrête jamais. Elle regarde YouTube, par contre. J'ai autorisé. Bah, YouTube, c'est bien, c'est une petite télé, c'est un peu... Voilà, c'est Ouais, YouTube, comme c'est ça, elle très choisit bien. ses contenus, ses trucs. Ça, c'est bien, c'est très bien. Ouais, YouTube, c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est beaucoup plus ouvert et ça ne t'enferme pas dans un truc de surconsommation comme TikTok, TikTok, etc., Insta. où tu scrolles Ouais. toute la journée, quoi. Ouais. Parce que YouTube, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de documentaires. Moi, je regarde beaucoup de documentaires sur YouTube. Donc, tu peux te poser, le mettre sur ta télé. Rien que ça, déjà, tu gagnes beaucoup. Et non, moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Et puis, c'est très bien parce qu'elles sont stables. Elles ont l'air du moins stables émotionnellement parce qu'elles auraient pu être complètement perturbées. Tu vois, les petits garçons sur Internet, parfois, moi, je vois des vidéos passées d'Insta où le père dit au gars, écoute, terminé, quoi. La play, c'est fini. Le mec, il se retrouve à casser sa chambre. Ils font des crises de nerfs parce qu'on leur a pris la play. Ils ont tellement l'habitude que ça les rend ouf. Mais en même temps, c'est normal. Il a l'habitude. Donc, c'est sa drogue de tous les jours. Et donc, toi, tu empêches tes filles, finalement, d'être droguées aux réseaux sociaux. Bah moi, la grande me remercie parfois. Elle me dit, je suis contente Tu m'étonnes. de ne pas avoir eu les réseaux parce que je vois des copines à moi ou des filles du collège, etc. Et je vois comment elles sont, laisse tomber. Elles ont des mauvaises notes, elles sont fatiguées, le matin elles arrivent, elles sont cernées. Bon, après, c'est pas toutes les nanas qui sont sur les réseaux qui sont comme ça, hein, je Oui, pense bien pas, sûr, tu vois. bien sûr. Ça te permet de mieux contrôler ton cerveau, je trouve. Il faut avoir une maturité, je pense. 12 ans, 13 ans, t'as pas la maturité encore. T'as pas de recul, etc. Ah, bien sûr, ouais. Non. Non, tu regardes et puis tu tombes sur des trucs. Ça te fait grandir trop vite. Enfin, à 12 ans, t'es pas censé voir ça, t'es pas censé comprendre ça. Ça va trop vite. Bravo.
Bah non, mais c'était pas pour, c'était Non, pas mais pour entendre, c'est bravo. super. C'était juste pour avoir ton avis justement sur la question. En acceptant, toi, de participer au Prince de l'amour, Mhm, tu es, entre guillemets, rentré dans le monde de la télé-réalité. mhm. Donc, toi, tu savais où tu mettais les pieds en acceptant? Ouais, parce que quand on m'a téléphoné pour passer le casting, on m'a dit clairement, c'est une émission, les princes et tout. À cette époque-là, moi, je suis à Miami. J'arrive à Miami, je m'installe, tu vois, j'ai pris mon appart et tout. Et on m'appelle pour ça et je me pose et je me dis, bon, Aïssa, les princes, c'est de la télé-réalité. Enfin, si tu fais ça, est-ce que tu vas pas être renfermé dans un truc? Et après, je me rappelle de ma fonction, tu vois. Je me rappelle que non, moi, mon travail, c'est d'aider les gens. Donc, si demain, on m'appelle, je suis appelée par un président pour le côtier, pourquoi à lui, je dirais oui, et à des gens de la télé-réalité, je dirais non, tu vois. Pour moi, c'était un peu trop... parce que tu as des gens qui m'ont dit oui, non, fais attention, etc. Je me suis dit non, mais c'est comme si je ne les considérais pas comme étant humains et comme ayant besoin d'aide. Donc, non. Si je suis coach, alors je coach tout le monde. Tu parlais du président. Est-ce que Oui. tu aurais des conseils à donner à Manu et à Brigitte? Ah non, moi j'adore le couple. Je sais qu'il y en a qui les détestent parce que, à cause de tous ces problèmes, mais moi j'adore le couple parce que c'est un couple inattendu, tu vois. Elle est beaucoup plus âgée que lui. euh, Même physiquement, les gens disent qu'ils ne vont pas ensemble et tout. Moi, je trouve qu'ils sont solides. C'est un couple solide et c'est peut-être ce couple, en fait, qui a fait que Macron puisse accéder à la présidence. Donc, moi, j'aime bien parfois les différences. Tu vois, on voit toujours des présidents avec une femme, ou du même âge, ou parfois un peu moins, mais souvent du même âge, parfait, joli et tout, glamour. Non, eux, ils s'aiment, basta, quoi. Mais c'est vrai que les choses ont changé, là, que tu me dis ça. Ça me fait penser à les anciens présidents. Sarkozy qui divorce, qui se met avec une autre nana, avec Carla. L'autre, François Hollande. qui se fait griller pour amener des croissants en scooter tu vois. Donc il y a vachement de... Avant, il n'y avait pas ce truc-là. C'est un peu comme ce qu'on dit par rapport au réseau. Tu vois, les choses, elles changent et elles évoluent. Complètement. Quoi. Ah oui, complètement. Tu vois, on n'a jamais eu un président, et d'ailleurs, je crois même que dans les autres pays, je ne sais pas si ça existe, qui est beaucoup plus jeune, de 20 ans, je crois, qui est plus jeune que sa femme, quoi, de 20 ans d'écart. C'est quand même jamais vu, mais qui l'assume. Moi, c'est ça que j'adore, en fait, chez eux, c'est que ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils sont critiqués tous les jours. Moi, je vois mes gens quasiment tous les jours, des trucs sur Brigitte. Est-ce que Brigitte est un homme? Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'on a rien à foutre de ça, tu vois? Après, il y a aussi le côté consentement. Parce que tu vois, là, il avait quand même 15 ans quand elle Ah l'a oui, pécho, tu vois. oui. Donc oui. si c'était... C'est à double... Voilà, c'est ça. Si c'était un homme qui avait 40 et une jeune fille de Ah oui, 15 c'est ans, mort. Non. là, tout le monde en aurait Oui, parlé ça, en oui, disant, ça, oui. tu vois. Ça, je peux comprendre parfaitement. C'est vrai que... Pourquoi là, ça passerait et si c'était... tu vois? Ouais, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, tu vois, de cet angle-là, j'avais même pas capté 15 ans, quoi. Ils se sont mis ensemble à 15 Ouais, ans? enfin, ils se sont pas mis ensemble, mais genre, ils sont tombés amoureux. Parce que elle, c'était sa prof de théâtre ou un truc comme ça. Ouais, je sais que c'était sa prof, mais je savais pas à quel âge, en fait. Mais genre, ils ont dit que ouais. c'était 15 ans quand ils ont été dans la même classe, mais qu'il a attendu... 18 à majorité? Ouais. Bon, c'est la version officielle. D'accord. On va se faire supprimer le compte YouTube. Non, mais en tout cas, leur couple actuel... Enfin, moi, le couple actuel, je vois un couple solide. Tu sais qu'il y a un socle, quoi. Ouais. Ils se font confiance. Tu sens qu'il n'y a pas de trucs, donc, un peu à la Mélania Trump, je crois, Mélania, ouais, Trump. Ouais. Et, tu sais, où elle l'a subi, quoi. Tu vois, la pauvre, la main, il lui tient la main, elle enlève sa main. Tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là. Et là, c'est différent. Là, c'est cool. Pour en revenir au prince, est-ce que tout est scénarisé ou est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Ils sont comme ça, comment? Comme on les voit, ou est-ce que c'est scénarisé? Ouais, non, ils sont comme ça. Après, il y a des trames, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de, ok, aujourd'hui, il va se passer ça, il va se passer un peu comme les Kardashians, tu vois, les Kardashians, c'est pareil, quand tu fais une émission, forcément, tu dois quand même écrire le déroulé de la journée, donc il va se passer telle activité. Après, non, ils sont comme ils sont. Ils sont comme ils sont dans la vraie vie et comme ils sont dans l'émission. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence. Et globalement, tu retires quoi de cette expérience, toi? Moi, les princes, ça m'a beaucoup... En fait, ça m'a fait prendre conscience de l'exercice de la télé. Face caméra.
J'avais pas conscience. Moi, je faisais mes vidéos, je parlais, tout ça. Et en fait, ils m'ont appris à, OK, quand il y a une caméra, il y a un micro, et que tu dois intervenir, le dynamisme est du début à la fin. C'est comme en prestation. Et moi, moi, c'est naturel. C'est bon, tu fais. Non, c'est un travail. C'est-à-dire que même si tu fais 2 heures de live TV, c'est un taf. Donc, tu dois tenir ton audience, tu dois tenir ton interlocuteur, tu dois tenir les caméras, tu dois faire attention au son, tu vois, éviter de toucher. Au début, j'ai touché un petit peu, après, je me suis dit, arrête, t'es pas à la maison. T'es dans une émission, tu fais attention. Et donc, le dynamisme, le ton de la voix, tu peux pas commencer, puis à la fin de l'émission, t'es en mode, ou à la fin de ta phrase, non, c'est tac, 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 tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je le vois même dans mes lives, aujourd'hui, quand je fais des lives, je tiens mon truc du début à la fin, quoi. Je relâche pas. Et ça, c'est très important. Quand tu penses télé-réalité, tu penses forcément à Loana. En tout cas, moi. Je ne sais pas si toi, tu penses à Loana quand on parle de télé-réalité. Non. Parce que c'était la première télé-réalité qui est arrivée en France. Moi, je l'ai vue récemment à la télé. Et elle arrive quasiment plus à parler. Je ne sais pas si tu l'as vue. J'ai entendu des gens se plaindre, mais je n'ai pas vu. Ah, c'est parfait. Vraiment, même sur les plateaux, ils se sont moqués d'elle sur TPMP. Et elle expliquait justement qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un de violent, qui la frappait. Une personne comme ça, qui t'appelle, toi? Tu lui dis quoi? Comme Une personne comme Loana qui m'appelle parce qu'elle est sous emprise. Ah bah là, je vais la coacher et je vais l'orienter aussi vers un psychologue et aussi vers la police, tu vois. Parce que si elle est sous emprise, elle est forcément en danger. Qui est ce mec qui la violente? Pour moi, elle doit quitter l'endroit direct. Déjà, pour moi, c'est la première chose à faire. Allez vous déposer une plainte ou une main courante et ensuite prendre un suivi psy ou coach, mais forcément psy, parce qu'elle peut retourner. Quand tu es sous emprise, souvent tu retournes. Hein. Souvent. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvables, entre guillemets? Qui ne sont pas sauvables? Non. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Même les alcooliques chroniques, tu vois, les personnes qui sont vraiment hyper dépendantes d'une drogue, etc. Moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, ne pas prendre au sérieux un alcoolique ou ne pas prendre au sérieux quelqu'un qui est sous drogue, je me dis, putain, mais en fait, c'est fou comme... Tu peux être entouré de personnes qui te tuent, en fait, parce qu'ils ne voient pas ta souffrance. L'alcool, les drogues, etc., ce sont les conséquences d'un mal-être. Donc, ce sont juste des conséquences. Quand tu sais, quand c'est plus un plaisir, c'est que c'est subi, tu vois. Donc, quand tu te drogues ou que tu prends un verre de vin ou que tu prends un verre de champagne et que tu kiffes avec tes potes, bon, tu t'as choisi, tu vois. Mais quand tu ne peux plus t'en passer, c'est que ça répond à quelque chose. Et là, tu as besoin d'aide. Donc, forcément, moi, je me dis que tout le monde peut être sauvable parce que forcément... C'est un problème. Et les problèmes ont des solutions. Il n'y a que dans la maladie où c'est compliqué. Parce que tout ne peut pas être guéri. Être soigné, mais pas guéri. Après, tu as la maladie mentale aussi. Oui. Mais tu sais, quand je dis maladie, je parle par exemple d'un cancer. Un cancer peut être soigné, mais pas guéri. Tu vois. C'est ça, mais la maladie mentale aussi, elle peut être comme ça. Parce que je vois l'exemple de Loana, en espérant qu'elle s'en sorte un jour. Mais c'est toujours de pire en pire. Après, c'est une histoire aussi de cercle, d'environnement, de volonté aussi des fois, où tu as besoin de dire, OK, bon là, je me casse en fait. Tu vois, là, j'ai le déclic pour sortir de cet environnement nocif. Mais souvent, quand c'est trop, c'est qu'il faut une aide, mais une aide réelle. Et il faut changer beaucoup de choses. Hein. Il y a un féminicide tous les 2 jours en France. Ouais, donc là, 28 depuis le début de l'année 2024. D'ailleurs, j'invite les gens à soutenir l'association... noustoutes.org et je fais un grand bonjour à Jessica qui nous ont fait honneur, elle nous a fait l'honneur de passer dans l'émission. Pour toi, c'est un fait nouveau ou ça a toujours existé? Les féminicides? Non, c'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup plus, trop bizarre. Enfin, il y en a de plus en plus, quoi. Mais ça existait. C'est juste que, voilà, tu pouvais le contourner. Tu pouvais dire, elle est tombée ou elle est décédée... elle a eu un malaise ou elle est tombée dans la baignoire. Tu sais, avant, tu n'avais pas toutes ces... Aujourd'hui, au niveau des enquêtes, tu as beaucoup de choses qui te permettent d'élucider un problème. Donc, même si tu veux faire passer quelque chose comme étant un accident, il va falloir être fort pour le prouver. Et je pense qu'à l'époque, ils ont beaucoup caché. Mais ça existait. Avant, en plus, on appelait ça des crimes passionnels.
Ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui? Bah, c'est les féminicides, quoi. Si on Ah, passait ok, tous sur d'accord. le... Enfin, Ah, ok. je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Hein. Mais moi, de Je mon crois interprétation, que- c'est... avant, moi, quand j'étais plus jeune, c'était crime passionnel, il a tué sa femme parce qu'il en pouvait plus ou parce qu'elle l'a trompé, des conneries, quoi. Et maintenant, c'est vraiment, on pose les mots, on Féminicide. dit, voilà, c'est une Femme femme. décédée sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Voilà. Ouais. Bah, en fait, ouais, tu vois, j'ai pas féminicide et crime passionnel. Je pensais qu'il utilisait encore le terme crime passionnel. Après, Parce que peut-être ça qu'il découle utilise. d'une relation. Mais en fait, oui, c'est Parce vrai que c'est facile de le passer sous le... Tu vois, l'excuse de non, mais il aimait trop sa femme, donc il l'a tué. Mais ça soulève beaucoup de questions parce que. Alors, quel est le terme pour les hommes? Tu vois, féminicide pour les femmes, et quand une femme tue son mari. Homicide. Mais c'est très. C'est pour ça. C'est le terme général avec le grand. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il y a Ça féminicide, découle ça... Ouais. de l'homme. Mais oui, et puis c'est vrai que tu dis, mais en fait, ouais, oui, il la tue parce qu'il veut juste pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Donc c'est personnel, Ouais. c'est propre à lui. Ah oui. Moi j'y crois pas, ce truc, ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui se disait, oui, c'est parce qu'il l'aime trop. Enfin, non, mais. Non, je sais même pas comment t'expliquer pour moi ce genre de phrase. Comment on pouvait pas acquitter, mais amoindrir une peine parce que il était amoureux, quoi. Non, bah non, si t'aimes, tu tues pas. Donc je crois pas, je crois pas au truc que parce que tu aimes tant, eh ben, tu vas tuer. Non, tu tues parce qu'en fait t'es un putain d'égoïste et que tu ne veux pas que cette femme refasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc tu préfères ne plus la voir, toi finir en prison, que lui laisser faire sa vie, quoi, sans toi. Donc c'est toi finalement. Comme les hommes qui tuent les enfants Ah pour toucher la mère. ouais. Il y en a pas mal d'ailleurs. Non, c'est... Oui, je te laisse toi et je touche l'enfant pour que tu puisses vivre avec cette peine toute ta vie. Mais est-ce que tu te rends compte? On parle quand même de l'enfant, du gars. C'est-à-dire que c'est le père. C'est quand même ouf. Donc le père considère que c'est les enfants de la femme. Ça va... Mais lui, pourquoi il n'est pas blessé de tuer ses enfants? Moi je me suis toujours posé la question. Donc lui ne souffre pas de tuer... C'est ton sang, quoi. Non. Donc imagine le niveau de haine, de colère pour en arriver à tuer en te disant ce sont ses enfants et tu oublies que ce sont les tiens. Oui, il n'a pas d'amour pour ses propres Bah enfants. ouais. Ça c'est non mais ça dépasse entendement. Moi j'ai horreur de la violence faite de femmes, de la violence tout court, vraiment tout court. Moi tu vois, même les gros mots et tout, je dis souvent aux filles putain, ne vous insultez pas, quoi. N'insultez pas vos gars. C'est pas bien, tu sais, cette vulgarité qui est devenue normale. On s'insulte, ferme ta gueule. On est en couple. Non, parce qu'après, on va vers autre chose après. Ouais, c'est ça. Ça évolue rapidement. Donc non, toutes sortes de violences. Et puis une femme qui se fait frapper dans la rue par son gars, comme si elle lui appartenait. Moi, pour moi, c'est... Tu vas en prison, quoi. Mais direct. T'as pas à toucher, genre, c'est qui? Enfin, t'es qui? Parce que t'es en couple, tu peux la frapper comme si c'était un petit enfant, tu vois, et encore même un enfant, tu vois. Ouais, c'est son Qu'est-ce que objet, c'est que quoi, ça? sa chose. Ouais, pour moi, c'est barbare, tu vois. Est-ce que tu donnerais les mêmes conseils à une femme qui a des enfants ou une femme qui n'en a pas? Non, c'est différent parce qu'effectivement, il y a ce truc où le poids de la famille, quand tu as des enfants, pour quitter le foyer, tu penses à « Ok, mes enfants n'auront plus un équilibre, ça va être compliqué, ils verront pas leur père, ou du moins et tout. » Et ouais, c'est différent. Oui, effectivement, le conseil est différent. Le conseil est différent, mais c'est rare. Tu vois. Mais le conseil est différent parce qu'une fille qui n'a pas d'enfant, souvent, elle sait, mais elle veut être sûre. Elle appelle pour être sûre. Elle dit souvent, oui, je m'apprête à faire quelque chose et je veux juste être sûre que c'est le bon choix ou que si je fais une erreur, je veux qu'on me dise la vérité. Elle veut la confirmation. Ouais. Et les femmes qui ont des enfants, elles te disent, ah, putain, je suis là depuis 10 ans ou je suis là depuis 5 ans ou 15 ans. Je veux partir, quoi. Mais j'arrive pas. Elles savent. Dans leur tête, c'est tac. Mais c'est... J'arrive pas. J'arrive pas et j'ai peur pour après, j'ai peur pour les enfants. Donc, c'est d'autres problématiques. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de coachs, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme tu le sais mieux que moi. Hein. Complètement. Tout le monde ne peut pas être bon. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de charlatans. Pour toi, comment on reconnaît un bon coach d'un mauvais coach? Bah, tu sais, moi déjà, ce qui
qui me peine, c'est que le coaching aujourd'hui c'est devenu un terme un peu biaisé, tu vois. C'est presque mal vu. Quand je dis que t'es coach, ah ok, bah tu vois, une parmi tant d'autres. Alors que t'en as, ce sont vraiment des coachs, tu vois. Et comment différencier un coach d'un bon coach? Bah, on a tous un background, en fait. T'as des gens qui sont devenus coachs il y a 2 mois, 1 mois, 1 an. Ils vont te dire, bah, j'ai fait une école de coaching. Bah oui, mais en fait, le coaching, c'est pas faire une école. Enfin, tu peux faire toutes les écoles que tu veux, ça ne fait pas de toi un coach pour autant. Moi, je pense que c'est l'expérience significative de vie aussi. Et les gens qui ne te vendent pas. C'est-à-dire, achète mes formations, achète ci, fais ça, viens me voir, etc. Un coach, souvent, il ne demande pas. En fait, il ne cherche pas de clients. Tu viens. OK? Donc, tu veux ses coordonnées, il aura ses coordonnées quelque part. Mais il ne fait pas de la propagande, tu vois. Et aussi, je pense beaucoup que ça s'évalue sur la façon dont la personne se présente. Parce qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux, donc les coachs se présentent sur les réseaux. Sur Instagram, sur TikTok, etc., tu peux voir. Il suffit que tu descendes plus bas et tu verras ce que la personne faisait avant. Et direct, tu sais. Et t'en as, ils sont coachs depuis la nuit des temps, ils ont toujours fait ça et ils feront toujours ça. Et là, tu dis, OK. Après, il y a l'âge aussi. Bien que moi, j'ai été jeune et que j'ai eu ce problème où on me prenait... Enfin, j'avais l'impression, parce qu'on me prenait au sérieux, mais des fois, j'allais faire des conférences dans le sud, à Toulouse et tout ça, et il y avait que des personnes genre 40, 50. Tu sais, je me disais, putain, mais... Enfin, comment ils peuvent m'écouter, tu vois? Comment ils peuvent... Et non, ils étaient là, ils applaudissaient, ils me posaient des questions. Et moi, j'avais ce problème, je me disais, mais je suis une petite... Mais non, eux, ils étaient d'accord avec mon discours, voilà. Donc, je suis quand même l'exemple que même si tu es jeune, tu peux quand même avoir du moins eu certaines expériences significatives et avoir compris. Parce qu'il faut faire un cheminement, quand même. Tu vois, on dit que pour être psychanalyste, il faut avoir fait 8 ans, je crois, de psychanalyse. Être coach, il faut avoir fait 5 ans, je crois, de thérapie. Psy, je sais plus. Psy, au-delà du diplôme, je sais pas. Mais, tu vois, la personne doit être quand même établie. Sinon, Sinon, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme noire t'a posé problème pour exercer ton métier? Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Non, parce que les gens... Non, j'ai de tout. Mais vraiment de tout. Hein. J'ai eu des policiers, presque des colonels, quoi. Des gens très haut placés. Et puis, même dans certains milieux, tu dis, mais non, un policier, un gradé ou tout ce que tu veux ne va pas appeler Aïssa Mohamed pour... Mais si, j'ai eu de tout. Et pourtant, je suis noire et rien à foutre. Bah, franchement, bah ouais. J'ai eu des blancs, j'ai des noirs, j'ai des rebeux, j'ai des asiates, j'ai tout. J'ai des mamans, des fois de 60 ans, 50. Non, franchement. Tu voudrais faire une série? Bah, faire une série qui, moi? Bah oui. Putain, c'est fou, tu sais que c'est la 3e personne qui me le dit. Tu fais une série comme en thérapie, mais c'est pas en thérapie, tu vois. C'est ouf. Sur moi? Bah sur oui. moi, ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je raconterais, mon histoire? Bah, tu racontes l'histoire des personnes qui viennent te voir. Ah ouais, il y en a. Ils viennent te raconter les trucs et toi, tu vis ta vie à côté. Enfin. Ouais. Mais ouais, non, mais ouais, c'est fou quand même. J'y penserais. Toi, tu es française d'origine sénégalaise. Yes. Forcément, quand tu vois ce qui se passe au Sénégal avec les élections repoussées, tout ce qui est politique, etc., et la colère du peuple, toi, tu te dis quoi? Ça me fait mal parce que je me dis, putain, les Sénégalais sont calmes, tu vois. Les Sénégalais, ce sont des personnes pacifiques, pacifistes, très peace. Pas de problème, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les guerres, on n'aime pas, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, oh putain, ça, c'est le genre de truc qui peut te retourner un pays, même un pays des plus calmes. Et ça me fait peur. Parce que je me dis, même la personne la plus tranquille, quand tu pousses trop le bouchon, elle peut péter un câble. Ce qui est normal, c'est humain. Et donc ça m'angoisse parce que je me dis, non, le Sénégal, on peut pas en arriver là, quoi, tu vois. On peut pas, enfin, on n'a pas fait tout ça pour ça, quoi. Tu es une femme noire qui entreprend et qui assume son statut, hein. À un moment où sur les réseaux sociaux, il y a une montée des extrêmes. Est-ce que toi, tu te dis parfois, tu dois faire face à des propos racistes? Est-ce que tu as cette confrontation? Bah, moi, déjà, tu sais, Agnès, pour moi, je suis pas une femme noire qui entreprend. Moi, je suis une femme qui entreprend, tu vois. Je me définis pas en tant que noire, c'est-à-dire je me présente jamais comme ça.
je me présente pas comme ça, je fais mon taf et basta, quoi, tu vois. Parce que je trouve qu'en Europe, souvent, et en France particulièrement, on nous colle toujours ce truc de ah, bah, tu es comme ça, voilà, tu es arabe, tu es chinois, tu es. Non, enfin, je suis une femme, quoi, je suis une meuf. Au bled, au Sénégal, la dame qui est en train de faire son marché, elle va pas te présenter en te disant bah, tu sais, je fais le marché et je suis une femme noire qui fait le marché. Tu vois? Parce qu'en Afrique, on en a rien à foutre. Elles sont femmes, elles ont même pas ce truc de la peau, de je suis noire, pas noire. Et moi, j'ai ce truc. Alors, je pense que j'ai hérité de ça par rapport à ma mère, parce que ma mère, depuis qu'on est petit, elle nous a toujours valorisés, tu vois. Vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous avez une belle peau. D'ailleurs, ma mère, elle nous a toujours interdit de mettre des faux cheveux, des trucs. On a commencé, nous, quand on était... Et encore, il y a deux sœurs à moi qui sont très, genre, nappy, tu vois, à limite locks et tout. Et moi, je suis celle qui est partie un petit peu dans... je me permets. Mais interdiction, perruque et tout ça, c'était interdit. Ma mère, elle nous a toujours tissage et tout ça, non. Elle nous coiffait avec nos cheveux. Et donc, on a grandi dans ce truc de valorisation. Vous avez une magnifique peau, vous êtes très belle, vous avez des bouches. Tout le temps, elle nous a dit ça, mais tout le temps. Ce qui fait que pour nous, c'est pas une condition d'être noire, ou ça n'a jamais été un problème d'être noire. Donc moi, quand je vais quelque part et que je vais trouver un taf, ou que enfin, à l'époque, du moins, quand je commençais à entrer dans la vie active, ou quand là, je fais mon coaching, c'est-à-dire, moi, je pense pas que je suis noire, quoi. Moi, j'appelle Aïssa, je suis une meuf qui coach, et puis basta. Et voilà. Bah souvent, quand je parle avec des femmes noires ou des femmes d'origine diverses, elles me disent que c'est les personnes autour qui leur font ressentir ce côté-là. Ah, peut-être que ça dépend du milieu. Peut-être, oui. Ça dépend du milieu. Moi, j'ai reconnu ça qu'à partir du moment où j'ai cherché un appartement. C'est là où j'ai commencé à côtoyer le racisme. Mais pas dans le travail, ou pas avant. Dans le travail, il peut y avoir du favoritisme, tu vois. Des fois, enfin, il y a une expérience où il y a eu un truc de favoritisme, mais c'était pas lié à ma couleur de peau. Parce que tu vois, un truc tout con, quand j'ai fait Les Princes, on m'a dit, Aïssa, est-ce que tu as connu favoritisme, racisme et tout? Il y a eu des fois du favoritisme sur des gens qui connaissaient beaucoup plus que moi, par exemple. Mais racisme, c'est-à-dire, même eux, ils savaient même pas de quelle origine j'étais. C'est une question qu'ils m'ont même pas posée. Quand ils me regardaient, ils regardaient Aïssa. Ils voyaient pas une fille noire, racisée, tout. Jamais. Alors, est-ce que c'est moi qui leur fais ressentir ça parce que je suis en tant qu'Aïssa et basta, quoi? Je suis une meuf, quoi, tu vois? Ou je suis une femme? Ou est-ce que vraiment, j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont pas fait montrer ce truc-là? Toi, tu l'as juste ressenti au niveau de l'appartement. Donc, nous, notre émission, elle est de plus en plus regardée. Yes. Merci d'ailleurs à tous ceux qui la regardent. On a notamment Jean Messia. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Bien sûr. Qui reprend nos contenus. On a aussi Papacito. Bah, il a repris Rokhaya Diallo, des petits passages... non, de Absatoussi, je veux dire. Ah bon? Il a repris en disant... en se moquant d'elle, en disant bah alors Corinne, comment ça va, des trucs bas, quoi. Oh my God. Papacito qui vient mettre des commentaires aussi sous des je vidéos. Connais pas du tout. C'est un mec qui aime pas le LFI, qui est un peu... dans les extrêmes et tout. D'accord. Qui vient commenter nos vidéos. Toi, tu penses quoi, toi, de toute cette vague de personnes? Des gens un peu border et tout. Moi, ils me font rire. Ouais, moi, ils me font rire. Ça me... tu vois, quand je vois Jean-Messia parler, mais ça me fait tellement rire. J'ai l'impression que c'est un théâtre. Tu sais, pour moi, c'est du spectacle, quoi. Tu sais, j'ai l'impression... Des fois, je me dis, mais est-ce que réellement il pense ce qu'il dit, ou est-ce que c'est vraiment juste du folklore, ou c'est pas, tu sais, un jour ils sont là, puis avant ils faisaient d'autres choses sûrement. Parce que moi j'ai vu des choses par exemple sur Jean Messia où à une certaine époque, je crois qu'il n'était pas du tout comme ça. Donc tu dis c'est intéressé, ok, donc c'est du théâtre, donc ok, il veut s'approprier certaines choses, quoi, tu vois. C'est comme il y a plein de gens dans la politique, des fois tu vois qui parlent de sujets et puis les gens sont contents et moi je me dis putain mais tu te rends pas compte que c'est juste ils s'approprient le dossier pour t'utiliser, quoi. Bah oui, mais c'est pas... Non. L'expression « Babtou fragile », t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut résumer, toi, la fragilité à une couleur de peau? Non. C'est méchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Babtou fragile? Bah, tu sais, on parlait tout à l'heure, par exemple, tu disais les gens d'origine sénégalaise où il y a une éducation qui est très dure. Donc, voilà, ils se sentent, tu vois ce que je veux dire? Plus forts, plus... j'ai vraiment mon armure. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette expression Babtou fragile,
Où le mec, Parce que voilà, il va eux pleurer montrent un peut-être peu devant plus. sa meuf. Mm. Il va dire je t'aime tout le temps à sa copine. Il va, tu vois, Ouais, il mais va lui ça, offrir des fleurs. Oui, mais c'est pas fragile. C'est beau. Mais non, mais moi, offrir des fleurs, c'est beau. Non, mais je pense que le terme fragile, il est peut-être associé plus au comportement avec les meufs, en fait. Genre, t'es un canard, t'es un pigeon, Mais je pense pas que c'est lié à la couleur de peau, parce que c'est trop facile de dire que Babtou est fragile juste parce qu'il a pleuré avec sa meuf ou parce qu'il est gentil, attentionné. Mais ça ne veut pas dire que des Renois ne le font pas. T'as des Renois qui pleurent devant leur meuf aussi. Ben oui. Le Renaud fragile alors. Mais non, mais justement, pour moi, c'est... Non, c'est Je pas rigole. bien. Non, moi, je déteste ce genre de terme. En fait, tu vois, ce terme-là, ça empêche les gens, justement, de se livrer. Bah c'est vrai, c'est vrai. Ça les empêche, quoi. C'est comme un... Putain, ils se disent, OK, bon, je suis cataloguée, donc je ne vais pas. Mais exprime-toi. Je parlais avec un ami qui me disait vaut mieux être un canard qu'un pigeon. Déjà, michetonner, pigeon, canard, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer tellement pour moi. T'es juste amoureux, quoi. T'es pas un canard, t'es amoureux. Et tu te fais pas michetonner. Si t'as envie de faire plaisir à ta chérie parce que t'as de quoi lui faire plaisir, mais vas-y. Qui va michetonner qui? Enfin, un homme qui a de l'argent ne se fait jamais michetonner. Basta. T'as des filles qui sont intéressées, qui vont cibler des gars, qui vont être avec toi, elles vont te fréquenter parce qu'elles veulent un resto, elles veulent monter dans ta voiture. Mais si tu te sens en danger pour ça, ne t'intéresse pas à ces filles-là, puisqu'elles ne collent pas avec ce que tu es. J'ai vu que tu appréciais grandement Oprah Winfrey. Voir un jour une Oprah Winfrey à la télé française, pour toi, est-ce que c'est envisageable? J'avais voulu, moi, l'être à l'époque, parce que ça me manquait. En fait, j'arrivais plus à regarder la télé, je me disais, mais c'est pas tant que je cherchais genre un modèle parfait et tout, mais ce qui m'a intéressée chez Oprah, je me disais, putain, mais Oprah, c'est la seule femme auprès de qui tout le monde, enfin, du moins les artistes se confient. Et moi, je disais, mais comment elle fait pour que les gens se confient, en fait, à elle? C'est qu'ils ont confiance en elle, tu vois? T'as Michael Jackson, t'as Rihanna qui se fait frapper par Chris Brown et qui décide de lui parler, lui expliquer. Michael Jackson qui décide pour la première fois, après avoir été accusé de pédophilie, de parler qu'à Oprah Winfrey. Et moi, je trouvais ça trop fort. Je me disais, putain. Et puis ça, pour moi, c'était des grands moments de télé parce que c'était du talk show réel, pris, tu vois, pour, OK, elle leur donnait l'occasion de dire la vérité. Je me disais, putain, mais avant, t'avais une Dumas, comment elle s'appelait, cette présentatrice C'était pas Mireille? Mireille Dumas. Ouais, c'est Mireille Dumas. Elle faisait aussi ce truc et tout, ça marchait très bien. Et après, bon, avec le temps, ça s'est arrêté. Et je me disais, putain, moi, j'aimerais bien avoir un truc comme ça à l'époque. Je me disais, j'aimerais bien avoir un talk show et avoir des gens qui parleraient vraiment avec leur cœur, tu vois. On commence quand? Bah, t'as commencé. Voilà, toi, tu vois, là, tu le fais. Avec nous toutes. On se livre. Oui, mais bon. Auprès de toi. Ah bah oui. Auprès de toi. Mais à la télé, je ne sais pas si tu remarques, il y a Fogiel, Marc-Olivier Fogiel, qui avait fait dans Le Divan. C'était génial, Le Divan. Moi, j'adorais Le Divan. Puis ça s'est arrêté. Et pareil, ce sont des émissions tellement intéressantes, mais qui s'arrêtent. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est Oprah Winfrey, la personne, ce qu'elle a bâti, parce qu'elle vient de loin, et surtout, ce concept d'émission qui, pour moi, était mortel. Et au-delà de ça, la fille, elle a quand même... on lui a dit non au départ. On ne croyait pas en son truc, tu vois. Puis après, elle décide de revenir, elle y va. Et je crois qu'elle interview, quand elle cartonne, elle interview une dame qui a tué ses enfants, ses 5 enfants, un truc comme ça. 5 ou 6 enfants, et elle est en prison, la dame. Et elle raconte, et Oprah Winfrey l'interview. J'ai dit, waouh! Et là, carton. Parce qu'on lui donne... allez, bon, c'est bon, on ne te prend pas au sérieux. Elle est partie sur une petite chaîne et jackpot, quoi. Tu vois? Donc, je trouve que c'est beau parfois quand on ne croit pas en toi au départ et qu'après, tu excelles. Ah bah oui. Mais tu reviens. On sait que c'est un modèle pour toi. Est-ce que toi, tu as d'autres modèles féminins? Ouais. J'ai Fatou Diom, que j'aime beaucoup. Fatou Diom, j'adore le tout, son histoire, son écriture. Son écriture, ouais, ce qu'elle devient aujourd'hui, c'est... Je trouve qu'on la voit pas assez, tu vois. Genre, franchement, si tu peux l'inviter... Ah, mais ce serait... Ah, mais invite-la. J'aimerais vraiment l'inviter, mais j'ai pas son contact. Ah, ok. Bah, essaie de lui écrire peut-être sur Insta, non? Je sais pas. Ouais, en plus, elle a toujours des prises de parole super percutantes. Et, ouais. Elle est forte, elle est costaud. Ouais. Elle est costaud. J'aime beaucoup Fatou Diom, j'aime beaucoup... faut que j'arrive à te dire des personnages qui sont
En modèle, j'aime beaucoup Céline Dion. J'aime beaucoup Mylène Farmer aussi. Parce qu'elles sont... Céline Dion, la puissance. En fait, Céline Dion, elle a... Je sais pas comment le décrire, mais la puissance qu'elle a déjà quand... Tu sais, elle est très mince, tu vois. Et en fait, elle casse tout ce qu'on peut imaginer qui est en rapport avec le physique. Et par la voix et par la prestance scénique, quoi. Ce qu'elle envoie... Enfin, à part Whitney Houston, il n'y a pas, tu vois. Mylène Farmer, pour son côté très discret. Elle se cache beaucoup. En modèle, c'est pas un modèle, mais je trouve... j'ai beaucoup aimé, moi, Ramayad, à l'époque, et les gens n'ont pas aimé le fait qu'elle fasse partie du gouvernement de Sarkozy, mais beaucoup ont occulté le fait qu'à 30 ans seulement, elle devenait ministre, quoi. Elle entrait dans un gouvernement. Après, le gouvernement, ok, c'est pas parce... Enfin, pour moi, je me suis dit, putain, elle ouvre les portes, finalement. T'as beaucoup de Noirs qui veulent faire de la politique. Et là, on a quelqu'un, et on la tue parce qu'elle est dans le gouvernement de Sarkozy. Mais si elle avait été dans le gouvernement d'Hollande, on l'aurait critiqué aussi. Si elle avait été dans... Tu vois, et je me dis, est-ce que demain, une femme pourra... Regarde Sibeth Ndiaye. Est-ce que demain, une femme noire pourra être dans le gouvernement français sans qu'on la critique? Celle qui a résisté au niveau Maghreb, c'est Rachida Dati. Elle a fait bouclier, tu vois. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, moi je reste là. Je suis à la mairie du 7e, je bouge pas, je vais reprendre. Non mais c'est costaud. La meuf, elle bouge pas. Elle est thug life, quoi. Elle est vraiment costaud, tu vois. Et je me dis, elles se prennent, parfois elles se font insulter par les gens de leur propre communauté. Bah souvent, oui. Ah oui. Alors qu'en fait, tu devrais dire bravo pour le parcours. Au moins, tu ouvres la porte, au moins, tu permets à d'autres filles de se dire c'est possible. Même si je suis peut-être pas d'accord avec le discours ou le truc, mais c'est possible, tu vois. Mais on a tendance à critiquer plus souvent les femmes racisées que les hommes racisés dans le gouvernement, ou dans les... C'est dommage, c'est dommage. Moi, je trouve ça... En fait, tu te dis pourquoi. Pourquoi juste le fait d'être une femme, en fait... Mais tu vois, il y avait, je ne sais pas si tu avais suivi, c'est il y a quelques temps, à l'Assemblée, il y avait, je crois qu'une nana, je ne me rappelle plus qui, mettait des décolletés. Et en fait, on lui faisait toujours des remarques sur ses tenues. Ah ouais? Ouais. Toujours des remarques, ah, t'es comme ça, elle est grosse, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est mal fringuée, tu vois. Mais ça, on ne va pas le dire d'un homme. Ouais, c'est vrai. Ouais, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais les femmes, il y a toujours des remarques comme ça. Ouais. Sur les vêtements, sur si elle est grosse. Comme par exemple Rachida Dati. Elle est revenue travailler alors qu'elle venait d'accoucher, une semaine ou 2 semaines après. Mais les hommes, on s'en fout complètement. Après, oui, c'est vrai, la femme, elle allait, etc. T'as un autre rôle, on va dire. Mais c'était tout de suite, allez, on lui tombe dessus. Tu vois? Ouais. Il y a ce côté un peu, t'es une femme, je t'attaque, quoi. Moi, je trouve ça dommage. Mais je pense que les femmes, elles ne devraient pas se dire, ok, je suis une femme, là, ça va être compliqué, là, ci, là, ça. Tu vois, le même truc, je suis noire. Non, tu es un être humain, quoi. Tu viens, tu fais ton taf et basta, tu vois. Si tu es bon dans ce que tu es, ils vont se taire, tu vois. Pour moi, ce qui tue le racisme, c'est l'intelligence. Tu pourrais être raciste autant que tu veux. Mais si moi, je sais mieux que toi, ou si j'ai même pas à te démontrer, mais je corresponds à ça, tu n'as pas d'autre choix que de me prendre. C'est comme ça. Basta, tu vois. Donc, je ne vais pas t'insulter ou je ne vais pas me mettre... Je vais être qui je suis. Si tu pouvais me donner la définition du féminisme, ça serait quoi? Ah, ça dépend. Ça dépend, c'est trop de choses en même temps. Pour moi, c'est trop de choses en même temps. Pour moi, c'est la liberté, c'est la possibilité de s'exprimer physiquement par son j'allais dire son accoutrement, mais par sa façon de s'habiller, par sa façon de parler, par l'appartenance à différents groupes, par le fait de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non, tu vois, par le fait de ne pas être dans un quota, tu vois, dans une société où, tu vois, le féminisme pour moi, c'est juste être reconnue comme une femme, comme ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, humain. Une femme, un être humain est un être humain, homme comme femme, tu vois, tout est pareil, on a le sang, bon, à part voilà, la sexualité. Mais on peut faire souvent les mêmes choses, tu vois, à part parfois quand c'est un peu trop costaud, maçon et tout. Mais une femme, le féminisme, pour moi, c'est la liberté juste de faire et de dire ce que tu as envie de dire sans que personne ne puisse venir te contrôler, t'interdire,
tu vois. Comme ce qui se passe dans certains pays où tu n'as pas le droit de... Parce que tu es une femme. Dernière question, même si je sais que tu vas me dire Fatou Diom. Qui tu aimerais voir s'asseoir dans ce fauteuil? Alors après, en fait, bon, ah non, j'aime beaucoup aussi... c'est pas un exemple, parce que les exemples... moi, j'ai des exemples qui sont souvent liés à ce que je fais aussi, ou, tu vois. Mais j'aime beaucoup Maïmouna Doucouré. Je trouve que son parcours est très beau. Elle est encore en plein dedans et tout, mais tu vois... Qui a réalisé Les Mignonnes. Ouais. Un peu comme Leïla, tu vois, elle commence, elle se lance dans le truc, etc. C'est difficile à une certaine époque où elle commence. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs. Comme Alice Diop aussi, qui est réalisatrice et tout. Et elles y vont et elles font, tu vois, et elles font des choses béton. Et moi, ces filles-là, je trouve que c'est... J'aime bien parce que c'est pas trop parler, elles font. Et moi, j'aime bien les gens qui font. Mais elles sont beaucoup, hein. Elles sont beaucoup à faire. En France, elles sont beaucoup. J'ai découvert des filles qui sont françaises de Paris. Elles ont fait un mouvement après le Covid par rapport à l'absence de règles, par exemple. Elles ont fait des manifestations, elles ont créé des pages pour que les filles elles puissent s'exprimer. Parce que tu as des filles dans le Nord, le Sud, partout qui avaient des problèmes. Elles savaient pas, elles pensaient qu'elles étaient toutes seules. Et le fait d'avoir créé ces pages... Suite au vaccin, tu veux dire? Suite au vaccin, ouais. Et pour moi, ça, c'est génial, tu vois, de faire des choses comme ça. Donc, en fait, pour moi, toutes les femmes, on va dire, sont des exemples à partir du moment où elles font quelque chose qui peut aider d'autres personnes. Et pas que des femmes, même des hommes. Pour moi, voilà. Tu vois, toi, tu es un exemple. Tu as ta fille, elle a 15 ans, tu lui interdis d'avoir les réseaux. On peut se dire c'est drastique, tu vois, mais non. C'est la façon d'éduquer, ça la préserve aussi de quelque chose. Donc, c'est un exemple. Il y a plusieurs femmes qui prendront exemple sur toi. Ouais, moi, je pense que toutes les femmes ont un truc... on peut s'inspirer de toutes. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot, bah déjà, donc, il faut inviter Fatou Diop. Et le dernier mot que j'aurais... moi, je dirais aux gens, en général, il faut croire en qui nous sommes. C'est-à-dire, croire en qui tu es, quoi. Crois en qui tu es, essaie de faire des choses parfois à petite échelle. Même si tu vises grand, commence par le petit, tu vois. Les gens te diront des choses, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils te diront que c'est pas bon ce que tu fais, tu devrais faire comme si. C'est pas grave, ça, ce sont des conseils et tout, mais fais-le, tu vois. Fais-le, crois en toi. Il faut que tu sois sûr de qui tu es. L'estime que tu as de toi, ne laisse pas quelqu'un la détruire. Continue de te voir comme tu es. Si tu es convaincu que tu es quelqu'un de bien, tu l'es. Une personne va venir te dire bah, tu fais de la merde, tu es une personne mauvaise, ok, c'est ce que tu penses. Ça n'est pas qui je suis. Et ça, c'est l'estime de soi, c'est ce qui te sauve. Parce que quand on touche à ça, c'est terminé. Mais si tu le maintiens et tu continues de croire en toi, tu peux tout faire. Et tout faire ne veut pas dire des grandes choses, passer à la télé, gagner beaucoup d'argent. On est heureux avec un salaire parfois 2005 ou 2000, en fonction de ses besoins. Tu crées des grands besoins, forcément, ta vie va être un peu plus excessive et peut-être aussi beaucoup de problèmes. Tu as une vie classique en fonction de tes besoins, ton salaire. Tu es heureux. Mais il faut croire en soi tout le temps. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je lui raconte ma